Étienne, bonjour. Nicolas. Donc j'ai demandé en fait aux internautes de me poser des questions pour toi. Donc malheureusement, vu le nombre qu'il y a, on n'aura pas le temps de tout faire, mais bon, On va essayer. voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc première question de Philippe Marin. Alors, j'aimerais savoir s'il a l'intention de mener une action pour renverser l'oligarchie en place, étant donné que nos élus ne partiront pas d'eux-mêmes. En gros, il demande si tu veux te présenter à une élection ou... Ah non, on ne renverse pas une oligarchie par l'élection. L'élection ne changera pas, je crois, du tout le système oligarchique. L'élection est la procédure qui permet de mettre en place et de verrouiller la présence de l'oligarchie. L'élection est une procédure oligarchique. Donc c'est complètement contradictoire d'imaginer que l'élection va renverser l'oligarchie. Je pense que là, c'est pas... Je me trompe peut-être, hein, mais ça ne paraît pas possible. Parce que c'est vrai qu'il y a des exceptions. Hein, quand tu vois qu'un Pepe Mujica peut être élu, ça c'est quand même vraiment... c'est sympa. Ça donne de l'espoir. Qu'un Chavez peut être élu, ça c'est... Mais pour un Chavez ou un Pepe Mujica, tu as 1000 Sarkozy ou Hollande, quoi. Hein. Donc... Non, vraiment, c'est pas raisonnable. Donc je ne pense pas du tout m'appuyer sur l'élection. On ne devrait pas compter sur l'élection pour renverser l'oligarchie. Par contre, si on devenait citoyen au lieu d'être électeur, citoyen donc constituant, et massivement, et réellement, c'est-à-dire en faisant vraiment des ateliers constituants, pas seulement en disant « c'est vachement intéressant cette idée », ça suffit pas. En disant « ok, je m'y colle » et en écrivant. Ça, si on était nombreux à se transformer en constituants, on viendrait à bout de l'oligarchie et sans effusion de sang parce qu'on serait très nombreux. C'est quand on veut faire la révolution alors qu'on n'est qu'une poignée que c'est violent. Hein. Si la société s'est transformée parce que c'est l'heure de cette idée, ça se fera avec pas trop de violence, je crois. Mais ça n'a rien à voir avec l'élection. Ça se fera sans élection. Enfin, je me trompe peut-être, hein, évidemment. Enfin, il me semble que l'élection donne le pouvoir aux riches. D'accord. Donc on va passer à la question suivante. Alors c'est Guibert, je vais m'excuser d'avance si j'écorche les noms. Donc en gros, je vais résumer sa question. Lui demande à partir de quel seuil, en termes de nombre de gens, tu penses que le changement peut advenir? J'en sais rien. J'en sais rien, mais ça ne suffit pas à me décourager. C'est pas parce que je ne connais pas la proportion à partir de laquelle la société se transformera, la société tout entière. C'est pas parce que je ne connais pas le prétexte que la société prendra pour entrer en effervescence. C'est pas parce que je ne connais pas la date où tout ça va se passer que ça ne se passera pas. Par contre, comme je sens que si on n'a pas fait d'ateliers constituants massivement au niveau populaire, contagieux, quotidien, si on n'a pas fait ça avant, on ne changera rien comme d'habitude. Comme je suis conscient de ça, eh ben je mets ça en priorité. Même si je ne sais pas quand ça se passera, c'est pas le plus important. Enfin, ça me coupe pas les pattes. Je fais de mon mieux pour qu'on soit nombreux à faire des ateliers constituants et puis advienne que pourra. Et disons que si tu devais faire une estimation, tu ne sais pas du tout, d'accord. C'est pas devin. Ok. Question suivante, alors Philippe Marin. Donc lui, il a plusieurs questions. Alors déjà, la première, il aimerait savoir ce que tu penses du système scolaire qui consiste à passer à la hachette et au taille-crayon la moindre petite branche qui ne voudrait pas pousser droit. Ouais, j'ai 60 ans, j'étais prof toute ma vie et je m'aperçois en fin de parcours que animer des meilleures intentions, donc c'est pas un complot malfaisant, vraiment je pensais bien faire. J'ai participé à une entreprise de domestication. Quand on apprend à nos enfants, comme nous avons appris nous-mêmes, parce qu'on est passé nous-mêmes à l'école, hein, quand on apprend à nos enfants à obéir aussi servilement, à rester assis sans parler, sans bouger, à répéter ce qu'on a, répéter ce que le professeur a dit, c'est très très aliénant. Hein, moi qui me mets maintenant à dévorer de la littérature anarchiste, des Anselme, Bellegarrigue, ou Kropotkin ou Proudhon, et puis toute la littérature sur
qui contestent l'institution même de l'école. Rétrospectivement, je me sens coupable sans volonté de nuire, mais je comprends bien les remises en cause de l'école. Bon, alors, je préfère Freinet, donc toute l'école Freinet, qui était d'inspiration communiste et qui est vraiment remarquable. Hein. Je préfère les expériences et les pistes Freinet à Montessori, qui sont plus bourgeoises, qui sont intéressantes aussi, mais moins bouleversantes. Mais tout ça, c'est des expériences qu'il faudrait effectivement généraliser. Et c'est sûrement pas une oligarchie esclavagiste comme le capitaliste, hein, qui consiste à faire travailler les gens, à nous condamner aux travaux forcés en rendant les signes monétaires rares. Parce que c'est comme ça qu'on nous condamne aux travaux forcés. Hein. Si on ne travaille pas, on crève faute de signes monétaires. Hein. C'est pas ce système-là qui va enseigner de façon émancipante. Donc c'est vraiment ça va aller avec le processus constituant populaire. Quand on écrira nous-mêmes la Constitution, je pense qu'on prévoira aussi, donc entre autres, une réforme profonde des objectifs et des méthodes de l'école. D'accord, je suppose à ce sujet, j'ouvre une parenthèse, mais tu as dû entendre parler de l'école de Summerhill aux États-Unis. Oui, il y a des vidéos assez intéressantes de gens qui sont devenus adultes et qu'on interroge sur leur expérience, puisqu'ils ont grandi avec... ils ont suivi le parcours Summerhill. Et en fait, ça donne des gens normaux, qui sont ni plus performants, ni moins performants que les autres, mais qui racontent comment ils ont été heureux, quoi. En fait, toute leur jeunesse, ils étaient heureux. Alors, ils sont peut-être pas différents en termes de performance, mais à mon avis, dans leur tête, ils doivent être mieux équilibrés, quoi, moins susceptibles de devenir cruels, cupides, égoïstes. Ça donne des artistes, les vidéos que j'ai vues ça donnait des gens avec des profils très variés, mais c'était intéressant. Hein. Mais vraiment, Freinet, c'est une école magnifique, hein, une école qui implique les enfants. Chaque enfant a quelque chose à faire pour le bien commun. Ils écrivent un journal. Il y en a un qui est journaliste, l'autre qui est rédacteur, l'autre qui est typographe, l'autre qui distribue les journaux. Enfin, chacun a... Il y a plein de projets de bien commun et de la réflexion au bien commun, la réflexion sur le règlement intérieur de la classe, de l'école, permanente, une réflexion permanente sur la législation, donc sur la réglementation qui va protéger le bien commun. C'est magnifique. Faire participer, en plus des enseignements, faire participer les enfants à la coproduction d'un bien commun et d'une réglementation protégeant le bien commun, avec il n'y a plus besoin de police, puisque tout le monde a participé au bien commun. C'est comme dans les tribus indiennes, donc dans les petites sociétés primitives, comme les lois ne sont pas votées à la majorité, ce qui est le cas des démocraties de soldats, comme à Athènes, ou chez les pirates, ils étaient armés, et donc ils votaient leurs lois à la majorité. Mais dans toutes les autres sociétés primitives, dans plein de sociétés primitives sur lesquelles j'ai bossé, que les anthropologues nous décrivent, c'est pas la majorité qui vote leurs lois, c'est à l'unanimité. Et dans ces sociétés-là, il n'y a pas besoin de police, puisque tout le monde est d'accord sur il n'y a pas d'opposition. Hein, c'est le consensus, c'est pas l'unanimité, vraiment, c'est le consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition. Et quand il n'y a plus d'opposition à une loi, il n'y a pas besoin de police. Donc ça donne des sociétés bien plus pacifiées, quoi. Bon, alors dans nos grandes sociétés, je ne pense pas que ce soit possible d'avoir le consensus, l'unanimité, commune par commune peut-être, sur les lois essentielles peut-être. Pour les petites communes alors, parce que des grandes villes, ça deviendra déjà compliqué d'avoir le consensus. Parce que les grandes villes, c'est plein de communes. Tu as une commune par arrondissement, et si l'arrondissement est très peuplé, tu prends les quartiers, quoi. Hein. Non, mais la commune, c'est 50 000, 60 000, peut-être 100 000 personnes, pas plus, quoi. Et c'est tout à fait reproductible. Après ça, fédération de communes, en partant du bas, tu peux imaginer un système démocratique à condition qu'il soit voulu, institué et défendu quotidiennement ensuite, par le bas, c'est-à-dire par les citoyens. Il n'y a pas de démocratie sans citoyens, quoi. Un électeur, c'est pas un citoyen, c'est quelqu'un qui délègue tout,
qui paye ses impôts au lieu d'être lui-même soldat. C'est Rousseau qui dit un citoyen, c'est un soldat. Sinon, s'il paye une armée, ça va être une armée qui va l'opprimer. Et s'il n'est même pas foutu d'aller aux assemblées, normalement, un citoyen, dit Rousseau, il doit aller aux assemblées. Il devrait être fier et tenir à aller aux assemblées lui-même. Sinon, s'il paye des gens pour aller aux assemblées, ces gens vont le tromper. Donc il va avoir des soldats pour la servir et des représentants pour le tromper. Il aura ce qu'il mérite parce qu'il n'est qu'un électeur. Donc plus aucune autonomie, quoi. Complètement hétéronome, voilà, subissant le droit écrit par quelqu'un d'autre. Ouais. Donc Philippe Marin encore te demande si tu es libertaire ou si tu te définis comme tel. Quelle définition tu peux... Bon, à mon avis, démocrate et libertaire, c'est proche, sinon synonyme. C'est synonyme pour moi. Depuis que je lis la littérature libertaire anarchiste, je vois tellement de points communs avec le programme, les objectifs, les méthodes démocrates. Pour moi, c'est synonyme. En fait, les démocrates et les anarchistes ont en commun, et c'est l'essentiel, une méfiance fondamentale, une méfiance structurelle, une méfiance systémique des pouvoirs. On a besoin probablement de représentants. On est devenu tellement nombreux qu'on va sûrement avoir besoin de représentants, probablement d'un État. Alors, je sais bien qu'il y a plein d'anarchistes qui ont fait de l'État leur bête noire parce que c'est vrai que les États ont jusqu'ici toujours été des outils d'oppression. Et je peux comprendre que, compte tenu de l'histoire, les anars détestent l'État en disant mais il n'y a rien de bon à tirer de ce truc, c'est une tenaille pour les peuples. Et pourtant, je ne vois pas d'autre moyen que l'État pour protéger les faibles contre les forts. Les individus faibles contre les individus forts, et puis tous les individus contre les personnes morales, les entreprises, et encore plus les multinationales. Je ne vois pas d'autre puissance capable de résister aux forts qu'une puissance publique, et donc un État. Et à mon avis, les anarchistes renoncent, les anarchistes qui conchient, enfin il faut pas dire, enfin conchier, c'est Rabelais qui dit conchier, qui détestent, les anarchistes qui détestent l'État mordicus comme non négociable. Je les comprends, mais je trouve que c'est nous priver du seul outil qui nous permettrait de nous défendre. Et c'est juste faire comme si nous n'étions pas capables de contrôler l'État. Or, il me semble que nous devrions être capables de contrôler l'État. Vraiment, je dévore, je m'alimente de la littérature anarchiste quand je lis Charbonneau, l'État. Quand je lis ces ouvrages, ces livres essentiels contre l'État, je trouve ça bouleversant, je trouve ça très, très, très puissant. Et en même temps, je vois qu'aucun ne rend mon idée des citoyens constituants inopérante. Tous ces gens-là n'ont même pas commencé à imaginer que peut-être si nous devenions constituants, c'est-à-dire souverains, c'est-à-dire voulant une puissance publique sous notre contrôle quotidien. Sous notre contrôle quotidien. C'est tous ces anards qui renoncent à l'État en disant on n'en tirera rien, n'ont pas envisagé l'alternative, il me semble nouvelle, pas complètement nouvelle, je vois bien qu'il y a eu des tentatives, mais de tellement petite échelle, comme les marins de Kronstadt par exemple, aussitôt exterminés. Bon, mais moi je suggère qu'avant de se faire exterminer, nous devrions devenir citoyens constituants à grande échelle, mais en souterrain. En souterrain, on n'a pas besoin d'avoir un parti, on n'a pas besoin d'avoir des succès électoraux. En souterrain, on se passe le mot entre nous partout sur Terre. On veut écrire nous-mêmes la Constitution. On veut nous-mêmes instituer la puissance publique, la contrôler et garder la main. Il ne faut pas que l'Assemblée constituante, la prochaine, soit élue. Il faut qu'elle soit tirée au sort, soit nous écrivons nous-mêmes la Constitution. Ça me paraît être une cause commune et qui va nous rendre le contrôle. Je le vois dans les ateliers constituants. Hein, tous les citoyens qui participent aux ateliers constituants apprennent à devenir
capables de penser le contrôle des pouvoirs. Et donc voilà, donc les anarchistes que je lis n'ont pas intégré ça. Et donc voilà, ça manque, il me semble, et donc je ne me sens pas incompatible avec eux. Je comprends que compte tenu de ce qu'ils ont envisagé comme solution, ils aient renoncé à l'État. Il me semble, et je trouve que ce que j'imagine permet de compléter la pensée anarchiste. Alors c'est très immodeste de dire ça, mais Donc pour toi, ça compléterait un programme anarchiste pour devenir autonome, sans plus rien avoir à craindre de l'État, puisqu'on l'a mis sous notre contrôle, au lieu de le laisser aux riches, au lieu de l'abandonner aux riches. C'est l'élection qui donne le pouvoir aux riches. Mais donc pour toi, libertaire et anarchiste, c'est des synonymes. Ah oui, oui. Libertaire et anarchiste, c'est pareil, et je pense que c'est même synonyme de démocrate. Démocrate au sens honnête, j'allais dire strict, au sens honnête, parce que démocrate au sens actuel, c'est en parlant de la démocratie représentative, qui est un oxymore, une contradiction dans les termes, c'est une escroquerie. Mais voilà, je pense que anarchiste et démocrate, c'est pareil. Question suivante, je vais en compiler deux parce que, en gros, la personne te demande comment tu fais pour que les tirés au sort ne soient pas sous influence ni des médias en place, ni d'autres entités, des lobbies ou etc. Comment on protège les tirés au sort de l'endoctrinement d'un endoctrinement quelconque. C'est Erizo Hans, les questions. Alors, deux parties à la réponse. Première partie, la vulnérabilité des tirés au sort par rapport aux médias n'est pas une spécificité du tirage au sort. Les élus sont eux aussi très vulnérables à la doxa, à la pensée dominante dans les médias. Et donc, c'est donc pas une raison de renoncer au tirage au sort, puisque tous les représentants qui soient élus au tirage au sort vont être potentiellement déformés, désinformés par des médias appartenant aux riches. C'est pas spécifique. Donc, ça permettra. La réponse à la question ne vous permettra pas de trancher. En tout cas, si vous dites des tirés au sort sont aussi dépendants, aussi vulnérables à la désinformation que les élus, ben voilà, ça ne permettra pas de trancher. Deuxième partie, si nous devenons capables d'instituer le tirage au sort, sachant que ce ne seront jamais des élus qui décideront ça, parce qu'ils sont en conflit d'intérêts, ils ont un intérêt contraire à instituer le tirage au sort, les élus doivent tout à l'élection. Et ils perdront tout avec le tirage au sort. Donc ils ont un intérêt personnel vital. Je cherche un mot très puissant, tu vois. Ils ont un intérêt personnel prioritaire surtout à éviter le tirage au sort. Donc ce n'est pas les élus qui institueront le tirage au sort. Mais donc si nous apprenons à instituer la part de tirage au sort dont nous avons besoin, un peu d'élection, un peu de tirage au sort, c'est nous qui allons décider du dosage. On ne va pas faire que ça. On a 5 pouvoirs à instituer. Donc l'exécutif, le législatif pour écrire les lois, l'exécutif pour la police, l'armée et l'exécution des lois, et puis la justice pour trancher donc le judiciaire, le pouvoir judiciaire pour trancher, pour appliquer la loi dans nos différents individuels, et puis 2 autres pouvoirs que Montesquieu et les penseurs politiques de l'Ancien Régime ne pouvaient pas imaginer, le pouvoir médiatique et le pouvoir bancaire. Donc ça fait 5 pouvoirs, nous avons 5 pouvoirs à instituer, et donc il y a le pouvoir médiatique. Et pour l'instant, dans les dizaines et dizaines et dizaines d'ateliers constituants auxquels j'ai participé, je n'ai jamais vu des citoyens rater le fait que les médias ne doivent plus être achetables comme des savonnettes. Donc on va protéger les médias des riches. Un riche ne pourra plus s'acheter un média et ne pourra plus forger l'opinion comme ils font aujourd'hui. C'est la leçon du CNR, du Conseil national de la résistance, qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, savait qu'il ne fallait pas laisser la presse aux mains des puissances d'argent. C'était la terminologie de l'époque. Bon ben, donc, si on institue le tirage au sort, on instituera aussi l'indépendance des journalistes, indépendance par rapport aux riches, indépendance par rapport au gouvernement.
faut pas non plus que ce soit le gouvernement ou le Parlement qui puisse faire pression sur les journalistes. Il faut que les journalistes soient indépendants comme les juges. Et du même coup, le risque de désinformation sera moins grand. Alors, j'ai une question suivante de Baptiste qui me demande, enfin, je vais résumer sa question. En gros, il demande comment on fait quand on part de zéro. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Pour décider comment on établit des articles de constitution, il faut bien d'abord avoir défini une procédure de vote. Mais s'il n'y a pas de procédure... Enfin, je ne sais pas si tu vois, que tu comprends la question. Les citoyens constituants de Paris bossent beaucoup sur la... Ils font pratiquement tous leurs ateliers depuis plus d'1 an, je pense presque 2 ans. Ils font tous leurs ateliers pratiquement sur les procédures, toutes les procédures, y compris de distribution de la parole, les procédures de l'Assemblée constituante. Ils n'écrivent pas une constitution, ils écrivent les règles. Ils réfléchissent aux règles qui permettront d'avoir la meilleure constitution possible en répartissant bien les pouvoirs à l'intérieur de l'Assemblée constituante. Ça vaut le coup d'aller... Vraiment, c'est assez courageux de leur part. Enfin, c'est opiniâtre. Vraiment, ils sont très radicaux. C'est vraiment, ils prennent le truc à la racine, quoi. Hein. Vraiment, c'est vrai que si on a bien pensé les règles de délibération, de réflexion, de prise de décision à l'intérieur d'une Assemblée constituante, quelle qu'elle soit, le reste coulera de source, puisque ça a été bien fait, on aura évité toutes sortes de biais, de travers, de perversion de la pensée, de mécanismes oligarchiques à l'intérieur de l'Assemblée. Donc il y a une façon de faire, il suffit d'aller voir Citoyens Constituants, l'association Citoyens Constituants au pluriel, LCC, et puis demander sur le site, on donnera les adresses, ou on les écrira peut-être en dessous de la vidéo. Donc c'est une première chose, c'est de travailler sur le règlement, les règles de l'Assemblée constituante. Autre chose, on n'est pas obligé de partir d'une feuille blanche, on peut partir de la Constitution actuelle et puis la corriger. À ce moment-là, tu as moins le vertige de la feuille blanche, tu repères dans chaque article le peuple est absent. Tu prends la Constitution de 58, c'est étonnant. Tu peux prendre n'importe quel article, tu vas voir que partout, le peuple est absent. Ah, ça ne s'est pas dit comme ça. Si c'était dit, ça nous mettrait en colère. Non, c'est plus subtil, juste nous n'y sommes pas. Et un premier exercice peut consister à la corriger et nous rendre présents dans chacun des articles. Mettre le peuple, par exemple, quand l'article 3 dit la souveraineté appartient au peuple, super, qu'il exerce, super, par ses représentants, ça veut dire que c'est pas lui qui l'exerce, donc c'est pas à lui. Donc, ça ressemble à du CIS. Ça ressemble à du CIS, c'est une escroquerie. Et puis c'est pas tout, l'article n'est pas fini, donc il exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Et il n'est pas dit dans l'article que les référendums qui sont prévus plus tard, l'article 11 ou je crois 89, les référendums qui sont prévus ailleurs dans la Constitution sont tous à l'initiative du prince. C'est-à-dire qu'ils sont aucun n'est d'initiative populaire. C'est-à-dire que jamais nous ne pouvons décider nous-mêmes des questions auxquelles nous avons à répondre. Donc, si tu veux, dans cet article 3 qui est très court, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum, nous sommes mis à l'écart 2 fois. Quand ils disent par la voie de ses représentants, ils nous mettent à l'écart. Et quand ils disent par référendum qu'il n'y a jamais d'initiative populaire, ils nous mettent une 2e fois à l'écart. Bon, mais c'est un exercice d'atelier constituant que de reformuler cet article en montrant que nous sommes à l'écart. Par exemple, on peut le reformuler en disant « La souveraineté n'appartient pas au peuple, mais à ses représentants. » Et les seules voies référendaires admises sont celles à l'initiative des représentants. Je l'improvise comme ça, il faudrait le formuler mieux. Mais quand on est en train de le reformuler comme ça, on est en train de s'apercevoir de la supercherie de nos anticonstitutions. Et tu vois, tu le fais sur un article, tu peux le faire comme ça sur tous les articles. Et puis une fois que tu as fait ce travail-là de reformulation, il y a une 2e étape qui consiste à dire, bon, maintenant on va l'écrire autrement. Alors, on peut l'écrire à la manière de Rousseau. Rousseau dit... Toute loi doit être... toute loi qui n'a pas été validée par le peuple n'est pas une loi, est nulle. Ce n'est pas une loi.
Je pense que c'est exactement ça. Toute loi qui n'a pas été validée par le peuple est nulle. Ce n'est pas une loi. Ça, c'est une bonne formulation, et ça voudrait dire que nous serions invités à voter nous-mêmes toutes nos lois. Ça, c'est démocratie directe. Alors, ça, c'est si vous êtes pour la démocratie directe, mais si vous êtes pour la démocratie représentative, vous pouvez dire qu'il y a des représentants, comme dans l'article 3 actuel. Simplement, vous allez voir que dans les articles suivants, quand il faudra dire comment on les élit, comment on les contrôle avec des chambres de contrôle tirées au sort, comment on les vire quand on n'est pas content, comment on peut avoir un référendum d'initiative populaire révocatoire pour s'en débarrasser de notre propre initiative à tout moment. Enfin, tu vas voir que c'est dans les articles suivants que tu vas pouvoir faire que la représentation devient réellement démocratique, parce que réellement sous contrôle citoyen. Mais c'est magique, un cerveau, ça progresse à toute vitesse. Si vous vous mettez à bosser, vous allez beaucoup progresser très vite. Justement là-dessus, moi j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que tu ne penses pas que ça serait une bonne idée que les gens travaillent un peu sur un bout d'article chez eux et le ramènent à l'atelier? Tu ne penses pas que ça les aiderait? Ah, mais c'est plus que ça. L'atelier... Parce qu'en fait, en gros, si tu veux, moi j'ai déjà participé à des ateliers et j'ai remarqué que les gens étaient un peu perdus, ils ne savaient pas trop par où commencer, etc. Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Oh oui, mais au début, on est toujours un peu perdu. Mais bon, c'est comme ça dans tous les apprentissages. Quand tu commences, tu es un peu brouillon, tu commences pas au bon endroit, tu fais des tas d'erreurs au début parce que tu es débutant. Bon, mais c'est comme ça, tous les apprentissages commencent comme ça. C'est pas pour ça que ça se passera mal. Il faut juste insister, persévérer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais l'atelier, c'est, à mon avis, le premier atelier, c'est seul, hein. Alors, peut-être qu'on peut commencer à plusieurs, histoire de prendre de l'énergie, de voir que c'est possible, voir des gens en train de le faire, ça donne des exemples. Mais après ça, quand on rentre chez soi, tu écoutes les nouvelles le matin devant ta radio, tu t'empêtes des félonies des nouvelles félonies du jour que tu apprends de tes représentants. Et tu te dis, mais comment on peut les empêcher? Et au lieu de continuer à pester comme d'habitude sans rien faire, cette fois-ci, tu prends un bloc-notes et tu te mets à écrire l'article tout seul. L'article de Constitution qui dit, je sais pas, tu viens d'entendre le fait que les députés se sont votés à eux-mêmes une amnistie, un délai de prescription de 12 ans, alors qu'avant il n'y en avait pas, donc c'était imprescriptible. La corruption des députés, le fait d'avoir volé dans la caisse était imprescriptible. C'est-à-dire que même s'ils se cachaient bien, découvert même 20 ans après, ils pouvaient aller en prison. Et quand ils disent 12 ans, ça veut dire que s'ils arrivent bien à se planquer pendant 12 ans, après ça, ils n'ont plus rien à craindre. Bon, le fait que les députés se votent eux-mêmes cette espèce d'amnistie, ça te fait bouillir, monter dans les tours, te hérisse le peu de cheveux qui te reste sur la tête. Et ben, quand tu écris l'article, tu vas l'écrire de façon brouillonne dans un premier temps, mais on s'en fout. Le secret de l'action, c'est commencer. Tu commences à écrire, c'est pas aux élus d'écrire les règles qui les concernent. Alors, c'est mal écrit, on s'en fout, tu vas corriger, tu vas le dire mieux après. Mais déjà, tu l'écris, et en écrivant, c'est pas aux élus d'écrire les règles qui les concernent. Là, tu es en train de te transformer. C'est-à-dire que tu n'es plus un enfant qui se soumet à des maîtres et qui pleurniche pour que les maîtres soient, s'il vous plaît, de moins mauvais maîtres. Tu es en train de devenir le souverain, là. C'est-à-dire que tu es en train d'apprendre à être celui qui décide comment on désigne les acteurs, comment on contrôle les acteurs, comment on garde... Là, tu deviens adulte, politique, quoi. Et c'est tout seul, ça, hein. Donc c'est tout seul, tu vas écrire de façon brouillonne. On s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est pas le texte que tu écris. C'est... Tu vois, quand un tout petit enfant, commence à apprendre à écrire et qu'il écrit béaba, tu vois, il fait des lignes d'écriture. C'est pas les lignes qu'il écrit qui sont importantes. Les lignes, on les jettera. On s'en souviendra, on les gardera pour s'en souvenir comme souvenir, mais c'est pas elles qui sont importantes. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans sa tête. C'est lui qui est en train d'apprendre à écrire. Et ben, l'atelier constituant, c'est pareil. C'est quand tu écris un article. Au début, il est mal écrit, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement que ce soit mal écrit au début. Quand il écrit béaba, au début, il forme mal ses lettres. Ça fait rien, il va les écrire bien plus tard. Donc l'atelier constituant, c'est tout seul. Et puis ensuite, on va se montrer nos lignes. Regarde, moi ce que j'ai écrit, alors c'est plus évolué que du béaba, quoi. Donc, c'est ça, en fait, on est débutant. On est tous débutants, là. On est en train de découvrir un truc
tous ensemble, là, c'est un gros cerveau collectif qui grossit, on est en train d'apprendre ensemble. Mais purée, il n'y a rien qui nous interdit d'écrire nous-mêmes le texte supérieur auquel obéissent la Constitution. L'armée obéit à la Constitution. La police obéit à la Constitution. Les gardiens de prison obéissent à la Constitution. Tous les fonctionnaires obéissent à la Constitution. Les politiciens, tout le monde, tous les pouvoirs obéissent à la Constitution. Et pour l'instant, tout le monde s'en fout. Mais quand nous sommes en train de réaliser, c'est quand même pas si compliqué d'écrire nous-mêmes ce fichu texte. Et que ça changera tout, quoi. Il va se passer un truc, je me trompe peut-être, parce que les gens vont peut-être pas se bouger, quoi. Ils vont dire, tiens, c'est vachement intéressant ce qu'il dit, ce gars-là. Et puis ils vont rien faire. Et l'idée sera morte. Tu auras essayé au moins, quand même. Voilà, j'aurais essayé, voilà, exactement. Non. Il faut vraiment que les gens fassent pas que comprendre cette idée. Il y a un aspect pratique indépassable. L'enfant qui ne fait pas les lignes là, il n'apprend pas à écrire. Hein. Pour apprendre à écrire, il faut écrire. Hein. Et ben, pour apprendre à être citoyen, il faut constituer. Si tu ne constitues pas et tu dis je suis citoyen, ouais, tu te payes de mots, c'est du pipeau. Si tu veux être citoyen, il faut que tu apprennes à désigner les pouvoirs, contrôler les pouvoirs et garder la main sur toutes les formes d'oppression. Le fait que la police... On va avoir besoin de police dans des grandes sociétés comme les nôtres. Mais le fait que la police se permette de nous nasser, ça veut dire de nous emprisonner, c'est-à-dire de faire un cordon de policiers qui fait qu'on ne peut plus fuir, alors qu'il y a des femmes, des enfants, des vieillards là-dedans, de nous nasser et puis de nous gazer en voyant des armes au poivre, des armes qui nous crèvent les yeux. Tout ça est absolument révoltant, quoi. Des armes qu'on a déjà tuées aussi. Mais évidemment, c'est soi-disant non létal, mais ça nous mutile. Le fait que la police se permette de faire ça, c'est complètement scandaleux, mais ça dépasse, si vous voulez, les personnes qui font ça. Je pense que le jeune homme qui est policier, qui est complètement endoctriné dans la discipline, parce que c'est vraiment... Effectivement, il faut que la police soit disciplinée, probablement. Encore qu'il faut lire ce que disait Marat, Jean-Paul Marat. Magnifique. Hein, j'ai toujours pas fait mon premier vrai billet sur Marat. Il faut que je fasse ça. Marat disait, et il ne faut pas que j'ouvre trop long cette parenthèse, mais Marat disait, le devoir des soldats, c'est de ne pas obéir aveuglément aux officiers. Le devoir des soldats, c'est de garder la conscience politique qui permet de désobéir à un ordre scélérat et de contrôler les officiers et de s'en débarrasser s'ils deviennent des officiers félons. Marat, il est séditieux, mais c'est remarquable, je le dis mal, hein, il faudrait... Je te donnerai les extraits pour les... C'est remarquable. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les jeunes gens, parce que souvent c'est les jeunes gens qui sont complètement embrigadés dans la police et dans les CRS, ils ne peuvent pas faire autrement qu'on les conduit à nous maltraiter. Je ne veux pas les exonérer complètement, parce que quand ils tirent au niveau des yeux avec leur flashball, c'est... Mais on a un problème institutionnel. Nous devrions avoir des institutions qui surveillent les pouvoirs pour qu'eux ne nous surveillent pas tant. Si nous sommes tant surveillés et si nous sommes impuissants par rapport à ces pouvoirs, c'est juste parce qu'on s'en fout, parce que nous ne nous occupons pas de les instituer. Mais si nous instituions la police, d'abord ce ne serait pas un corps permanent. Je pense que nous ne prévoirions pas un corps permanent de policiers. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui sont policiers et c'est toujours les mêmes qui ne sont pas policiers. Ça, Robespierre nous annonçait déjà très bien dans le discours sur les gardes nationales que c'était la voie royale pour la tyrannie. Il faut que la police soit composée de conscrits. Ça veut dire comme l'armée autrefois, vous n'avez pas connu ça, tu es trop jeune pour avoir connu ça je pense, mais autrefois l'armée était composée d'appelés. C'est-à-dire que tout le monde faisait partie de l'armée. Pour être citoyen, il fallait que tu aies fait ton service militaire. Et en Suisse, ils font leur service militaire toute leur vie. Tous les 2 ou 3 ans, je ne sais plus combien, tous les quelques années, ils vont faire 6 mois de service militaire. Et puis ils ont leurs armes de militaires, de soldats. C'est pareil en fait. Citoyens, soldats, c'est pareil. Ils ont leurs armes à la maison, prêts à défendre leur pays. Et tout le monde, et ça tourne. Et si vous voulez, les policiers, ça devrait être nous. Et si c'était nous, tu aurais beaucoup moins de risques que les policiers nous tirent dessus.
Le gars qui est policier pendant 6 mois ou 1 an de sa vie, quand on lui dit de tirer sur ce groupe, il sait bien que demain c'est lui qui va y être. Donc il ne va pas le faire. Donc c'est pour ça que les pouvoirs professionnalisent l'armée et la police. C'est parce qu'une fois qu'ils sont professionnalisés, ils arrivent à concevoir de nous tirer dessus, de tirer dessus sur le peuple qu'ils sont censés défendre. À mon avis, dans une constitution populaire, nous rendrions, avec les défauts, ça va avoir des défauts d'amateuriser la police et l'armée. Ça a des défauts parce que ça les rend moins compétents. Mais en même temps, ça protège le peuple, quoi. Enfin, il me semble. Bon, ça, c'est des sujets d'atelier constituant, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on professionnalise l'armée et la police ou est-ce qu'on les déprofessionnalise? On garde comme professionnels peut-être les officiers, mais les troupes de base, c'est-à-dire le gros des troupes police et armée, est-ce qu'on ne les laisse pas amateurs pour nous protéger, nous, contre eux, quoi? Bah justement, tu viens de répondre à une question à l'avance un peu, qui te demandait à propos de la politique professionnelle, mais aussi, tu sais, de l'interprétation du droit, des juges, etc. Les juges aussi, selon toi, ne devraient pas être professionnels. Exactement. Mais tous les pouvoirs, en fait, vont poser ce problème. Ah, Erizo Hans, encore, c'est sa 4e question. Tous les pouvoirs devraient être contrôlés, y compris les juges, évidemment. Les juges... c'est très important à la fois de les rendre, c'est comme les journalistes, c'est très important de les rendre indépendants, indépendants des riches et indépendants des pouvoirs politiques, de l'exécutif notamment. Et en même temps, c'est très important de les rendre responsables. Parce que si tu les rends complètement indépendants et irresponsables, ça devient des monstres, comme n'importe quel pouvoir qui n'a pas de limite. Ça devient des monstres qui laissent aller leur hubris, c'est-à-dire leur démesure, et qui deviennent des tyrans. Donc les juges, comme les journalistes, devraient être rendus indépendants. Comment faire? Il faut que ce soit nous qui les payons. Il faut que ce soit la puissance publique qui paye les médias et les juges. Donc ce n'est pas les riches qui vont les payer, c'est nous. Voilà, on préfère les payer nous, avec nos impôts, on préfère, plutôt que ce soit les riches qui les nomment. Donc on le fait déjà avec les juges, mais on devrait faire aussi avec les journalistes. Et donc les jeunes gens qui veulent devenir journalistes, comme aujourd'hui, les jeunes gens qui veulent devenir journalistes, ça devient, c'est une carrière de service public auquel ils se préparent, et il ne faut pas permettre que ce soit privé, que ce soit appropriable. De la même manière qu'on ne permet pas que les juges fassent une carrière privée. Et les avocats? J'ai pas réfléchi aux avocats, parce que les avocats n'ont pas le pouvoir de trancher, à mon avis, ça ne pose pas le même problème, parce que les avocats n'ont pas le pouvoir de décider d'emprisonner, de tuer. Enfin, il n'y a plus de droit de tuer, mais n'ont plus le pouvoir d'emprisonner ou de condamner à des amendes. Et donc les avocats posent... Enfin, comme ce n'est pas un pouvoir, ça ne pose pas le problème. Et comment est-ce qu'on les contrôle? Comment est-ce qu'on les rend responsables? Il faut qu'ils rendent des comptes devant... Alors moi, ce que j'ai trouvé de façon assez transversale, facile à comprendre et facile à adapter, mais peut-être imparfaite, peut-être qu'il faut en discuter pour l'améliorer ou le remplacer par autre chose de mieux. Mais pour l'instant, là où j'en suis, c'est que tous les pouvoirs, on devrait les mettre sous le contrôle vigilant quotidien de chambres citoyennes tirées au sort. Donc la chambre de contrôle des juges, la chambre de contrôle des médias, la chambre de contrôle de la monnaie, la chambre de contrôle des législateurs, la chambre de contrôle des gouvernants, des ministres. Peut-être qu'il faut encore la chambre de contrôle des fonctionnaires. Chambre de contrôle du pouvoir que tu veux contrôler. Et tiré au sort. D'accord. J'ai encore trouvé, c'était hier, dans un atelier constituant impromptu, c'était à table avec des copains. C'était pas n'importe qui, c'était un juge. C'était un ancien avocat. On s'est dit que les chambres tirées au sort, ce serait bien qu'il y ait quand même une proportion des gens qui sont concernés, mais pas majoritaire du tout. Par exemple, les juges, c'est important qu'ils puissent, pour se défendre, qu'il puisse y avoir des juges dans la chambre qui les contrôlent, mais qui soient très minoritaires, mais pour qu'on puisse entendre leur voix. Et donc, par exemple, la chambre de contrôle des juges, on aurait mis 1/5 de juges, et ceux qui seraient tirés au sort parmi les juges. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On va dire 1/5 de profs de droit et d'avocats, donc des spécialistes du droit qui ne sont pas juges. Ou des juristes.
des juristes, voilà. Donc un cinquième de juristes tirés au sort aussi parmi les avocats et les profs de droit. Et puis 3/5 de citoyens sur les listes électorales. Donc, si vous voulez, c'est dans les ateliers constituants qu'on réfléchit comme ça à ces dosages, si tu veux, dans le tirage au sort. Et donc là, je crois que la question c'était sur le contrôle. Est-ce qu'il faut contrôler les magistrats? Oui, et ça peut être par exemple avec des chambres tirées au sort et pas forcément complètement tirées au sort, complètement sur les listes électorales. Ça peut être un cinquième, 3/5, mais tout ça est à discuter. C'était pas tant le contrôle, c'était surtout la professionnalisation, la question. Oui, il y a aussi une autre possibilité qui consisterait à déprofessionnaliser complètement la production du droit. Donc le Parlement serait tiré au sort, composé d'amateurs, et ce serait toi et moi, ce seraient des amateurs qui écriraient les lois. Elles seraient moins bonnes, certainement. En tout cas, elles seraient moins bonnes. Oui. Parce que bien sûr qu'à force, bien sûr, la profession de juriste et la profession conduit à de bien meilleures lois. Sur le plan technique, on prévoit tous les cas, on évite les ambiguïtés, on évite des sources d'injustice avec de bonnes lois. Mais parce qu'elles sont précises, parce qu'elles ont prévu tous les cas. Mais en même temps, elles sont illisibles. En tout cas, elles deviennent illisibles. Elles sont de moins en moins bien écrites, justement. Mais aussi, elles seraient plus lisibles parce qu'elles seraient écrite par des gens simples, avec le langage simple des gens simples. Donc ça, c'est sûrement... Je pense que tous les juristes vont protester contre cette idée de déprofessionnaliser le Parlement. Mais il faudrait aussi déprofessionnaliser les juges et considérer que peut-être il faut élire les juges ou les tirer au sort, comme dans les jurés d'assises. Les jurés d'assises sont tirés au sort. Mais on pourrait étendre cette disposition à toutes les juridictions correctionnelles, ou civiles, commerciales. Tout ça, c'est à décider. Moi, je trouve qu'il y a des arguments dans les des arguments pour et contre dans les différentes hypothèses. Ça fait partie des sujets de discussion. Je n'ai pas de religion là-dessus, je n'ai pas d'avis tranché. C'est intéressant de voir les humains de tous les bords, gauche, droite, centre, apolitique, réfléchir là-dessus. On trouve tout le temps des nouveaux arguments qui arrivent. Donc comme on est tous débutants sur le processus constituant, à mon avis, il ne faut pas se fixer trop nos idées. Tu vois, Ce qui est important, c'est d'écrire. Après, on verra bien ce qu'on y mettra. Rester ouvert sur d'autres façons de voir. Chacun d'entre nous doit, à mon avis, chacun d'entre nous doit être convaincu de l'idée qu'on se trompe peut-être, on se trompe même sûrement. Tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe tout le temps. J'exagère quand je dis ça, parce que bien sûr, on ne se trompe pas surtout tout le temps, mais je vois beaucoup de gens qui donnent l'impression d'être tellement sûrs d'eux qu'ils font peur, quoi. Et ils oublient qu'ils vont se tromper comme tout le monde. Et comme on ne sait pas exactement où, il faut vraiment être prêt à discuter avec n'importe qui de tout, pour essayer de comprendre à quel endroit on se trompe. Ok, donc je vais passer à la question suivante. Non, c'est très bien, t'inquiète pas. Alors, c'est Mirella qui nous pose une question sur le franc CFA et qui demande pourquoi aucun de nos gouvernants n'en parle, surtout. Je connais pas je suis pas dans la tête des gouvernants, donc je peux pas répondre à leur place. Qu'est-ce que tu penses de la monnaie elle-même? Ah, mais c'est affreux. Le franc CFA, c'est vraiment un outil de domination coloniale, même pas néocoloniale, c'est colonial. Si tu veux, j'attache tellement d'importance à la souveraineté monétaire. Je suis tellement pétri de l'idée qu'il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté monétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois... On ne peut pas défendre la démocratie sans se préoccuper de la question monétaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dissocier les deux. Il faut que les électeurs comprennent comment fonctionne la monnaie et comprennent l'importance cardinale de la souveraineté monétaire d'une commune. Une commune, pour être souveraine, doit avoir la maîtrise de sa monnaie locale. D'une région, une région, pour être souveraine, doit avoir la maîtrise de sa monnaie locale. Et d'une nation, une nation, pour être souveraine, doit avoir la maîtrise de sa monnaie nationale. Et qui ne doit surtout pas être une marchandise. C'est une dinguerie, une félonie, une trahison, d'avoir mis nos monnaies qui sont le fluide vital de nos sociétés. Nous avons besoin vital de nos monnaies.
de notre monnaie, chacun la sienne. Mais on peut en avoir plusieurs. On pourrait avoir une nationale, régionale, locale. Ce serait très bien qu'on ait une biodiversité des monnaies pour nous rendre plus indépendants d'un mauvais coup qui adviendrait à une des monnaies. Si on en a plusieurs, on peut mieux réagir et se protéger contre les crises. Mais c'est une félonie d'avoir mis ces monnaies sur le marché et de permettre à n'importe qui d'acheter ou de vendre les monnaies et de voir les monnaies dont le cours monte et descend suivant les fluctuations des spéculateurs. Mais c'est absolument scandaleux, les changes flottants et les monnaies marchandises. Bon, mais ça, c'est à nous de nous approprier le sujet monétaire, de comprendre l'importance de la monnaie et d'instituer une monnaie, ou même plusieurs monnaies, avec un contrôle citoyen de la quantité monétaire et de sa distribution, de sa répartition. Normalement, un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin. Il la crée. Donc, pour l'instant, nous sommes dans un paradigme dans lequel, l'État doit collecter des impôts pour avoir de l'argent qui lui permet de financer les services publics. Et cette monnaie continue à circuler ensuite de main en main et permet à chacun d'éteindre ses dettes en payant avec de la monnaie. Donc c'est très important que les signes monétaires soient dans la société. C'est le moyen pour nous d'éteindre nos dettes et de vivre en fait, de procéder à nos échanges. Et ces signes monétaires, après avoir circulé, se retrouvent dans l'État par les impôts. Mais si tu veux, l'État est obligé dans l'idée, dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, mais qui n'est pas du tout le seul possible. Tu vas voir que je vais te décrire un autre système qui est une alternative et qui change absolument tout. Mais pour l'instant, l'État comme un particulier, et c'est ça l'erreur, c'est de considérer l'État comme un particulier, alors que nous pourrions très bien instituer l'État comme un être, une création, une institution qui est différente des particuliers, tu vas voir pourquoi. Mais là, pour l'instant, nous considérons que l'État, nous acceptons l'idée imbécile que l'État doit d'abord prélever de l'argent sous forme d'impôt dans le corps social, et que cet argent qu'il a prélevé, nous pouvons le distribuer en service public, et que la monnaie circule comme ça, et la monnaie est créée zéro par les banques commerciales. Tu sais que les banques commerciales sont les créatrices de la monnaie pour 90%. C'est la monnaie scripturale, 90%, c'est la monnaie BNP, c'est la monnaie Crédit Agricole, c'est la monnaie SMC, Société Nationale de Crédit. C'est des monnaies privées qui sont de la fausse monnaie, qui sont pas de la... Enfin, normalement, ça devrait pas être leur monnaie qui est la monnaie. Et pour l'instant, c'est elles qui, créent la monnaie et qui la mettent dans le circuit, soit en la prêtant aux particuliers, soit en la prêtant aux États. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie que étape 0 création monétaire, ce soit les banques commerciales qui en soient les monopolistes, détentrices d'un monopole. Un bien meilleur système, parce que ce système-là génère une rareté des signes monétaires et une dépendance. C'est surtout ça qui est dramatique. Une dépendance de nos puissances publiques et de tous nos services publics par rapport à des acteurs privés qui sont devenus plus puissants que les États, puisqu'ils décident de l'attribution des signes monétaires. Si tu n'es pas souverain quand c'est quelqu'un d'autre qui décide du financement ou du non-financement de tes projets. Tu es plus souverain. Donc, le paradigme que je suggère consiste à avoir toujours des signes monétaires qui vont circuler, il y aura toujours des impôts, il y aura toujours des services publics, il y aura toujours des banques qui vont prêter de l'argent aux particuliers mais qui ne prêteront plus à l'État. Le paradigme est différent. Étape 0, l'État crée la monnaie. Donc l'État, c'est nous, c'est la puissance publique que nous instituons, mais il faut d'abord qu'on ait compris comment fonctionne la monnaie. C'est pas très compliqué. Et donc, idée, nous devrions instituer une puissance publique qui, quand elle dépense de l'argent pour les services publics, pour payer les médecins, pour payer les professeurs, pour payer les juges, pour payer... Quand j'ai besoin de médecins, je suis État, il y a besoin de médecins, je les paye. J'ai besoin d'un hôpital, je crée la monnaie. J'ai besoin d'un hôpital, je ne manque pas d'argent pour créer l'hôpital, j'en ai autant que je veux, c'est moi je le crée. Je suis État, s'il y a besoin de médecins, je crée la monnaie nécessaire pour construire l'hôpital et pour payer les médecins.
Ensuite, les signes monétaires circulent dans la société comme aujourd'hui. Hein. Les gens se servent de ces signes monétaires, donc des euros ou des francs. Ça va être des francs, hein, parce que l'euro ne nous permettra jamais de faire ça. Donc les humains utilisent ces signes monétaires créés par l'État pour procéder à leurs échanges. Et moi, État, je prélève des impôts et au moment du prélèvement des impôts, je détruis la monnaie. Je crée la monnaie quand je dépense et je supprime la monnaie quand je collecte des impôts. Sur les volumes, si je suis équilibré et que j'ai pas trop dépensé, je suis sur les mêmes flux qu'aujourd'hui, sauf que c'est moi qui décide combien je dépense et combien je détruis. C'est moi qui décide, c'est plus les banques commerciales, c'est moi, État, puissance publique, sous contrôle citoyen. Il ne faut pas que ce soit les politiciens qui décident ça. Hein. Il faut que ce soit sous contrôle citoyen, les chambres tirées au sort qui décident est-ce qu'on a du chômage et à ce moment-là, il faut créer plus de monnaie. Ou est-ce qu'on a de l'inflation et à ce moment-là, il faut détruire plus de monnaie. Ça va être à l'État et à mon avis, sous contrôle citoyen, les deux indicateurs de la masse monétaire, les deux indicateurs sommaires, mais à mon avis assez fiables, c'est que quand on a du chômage, c'est qu'on manque de monnaie dans les poches des gens, des entreprises pour payer les gens, on manque de monnaie. Et quand on a de l'inflation, c'est qu'on a trop de monnaie. Et donc, c'est à des citoyens tirés au sort, il n'y a qu'à prévoir plusieurs chambres, et quand leurs avis convergent, eh ben c'est ça qu'il faut faire. Plusieurs chambres qui se disent, voyons, est-ce qu'on a du chômage, de l'inflation, on fait le choix de société, est-ce qu'on préfère moins de chômage, plus d'inflation, ou moins d'inflation et plus de chômage, c'est à nous de faire le choix de société. Et si tu veux, quand tu as mis l'État dans le rôle de créateur de la monnaie ex nihilo et au début ex ante, c'est-à-dire c'est avant tous les autres échanges, c'est l'État qui crée la monnaie quand il dépense, tu le rends employeur en dernier ressort. C'est-à-dire que cet État-là, quand il y a du chômage, puisqu'il crée de la monnaie autant qu'il en a besoin, si tu veux. Continuons avec l'exemple de l'hôpital. Dans le Massif central, pour l'instant, les gens font des centaines de kilomètres autour de Clermont-Ferrand. Je prends un exemple imaginaire, hein, mais autour de Clermont-Ferrand, il y a un tout petit hôpital, mais il faudrait que ce soit vraiment un plus grand hôpital parce qu'il y a des gens qui viennent de loin. Il faudrait un plus grand hôpital. Et il y a plein de gens, il y a plein de médecins qui cherchent du boulot. Et il y a plein de malades qui, pour l'instant, sont obligés d'aller courir à Saint-Étienne, courir à Poitiers, Mais s'il y avait un hôpital à Clermont-Ferrand, vraiment, ça leur simplifierait la vie. Alors, il faut qu'on construise un hôpital. Il y a des médecins qui, pour l'instant, sont au chômage, mais c'est des médecins. Ils voudraient du boulot. Et puis, il y a des malades qui ont besoin d'un hôpital. Et puis, il y a des tas de maçons qui veulent construire l'hôpital, des tas de techniciens qui sont disponibles pour créer l'hôpital et qui, pour l'instant, sont au chômage. Et on ne le crée pas parce qu'on manque d'argent. C'est une dinguerie. Avec le système que je te propose, étape 0, j'ai besoin d'un hôpital. Tu as des chambres citoyennes tirées au sort qui évaluent ça, ou des représentants politiques élus, si vous préférez. Donc ça, c'est à nous, dans les ateliers constituants, de voir qui va être le mieux à même de juger de l'opportunité de dépenser de l'argent public. Hein, mais imaginons que ce soit des chambres tirées au sort, hein, qui décident que oui, il faut un hôpital. Eh bien, il n'y a pas de problème. On ne peut pas manquer d'argent à partir du moment où on s'est hissé en tant que souverain, on a mis de côté les banques commerciales qui ne peuvent plus créer l'argent. Elles, par contre, dans le nouveau paradigme, je me souviens que dans le premier paradigme, il faudrait faire un schéma de ce que je suis en train de dire. Hein, bon. Mais dans le premier paradigme, le paradigme actuel, ce sont les banques privées qui créent la monnaie et qui le prêtent aux particuliers et à nous et à l'État. Quand l'État n'a pas collecté assez d'impôts, quand il a plus de dépenses, il faut qu'il emprunte aux banques privées. C'est une dinguerie. Ça, c'est fini. Dans le deuxième paradigme, les banques privées ne peuvent plus créer la monnaie. Elles peuvent emprunter de la monnaie à ceux qui en ont, éventuellement à l'État d'ailleurs. Elles peuvent emprunter la monnaie et puis reprêter un peu plus cher à d'autres si elles veulent, comme des établissements financiers. Mais c'est plus des banques. Il n'y a plus de banques privées dans ce système. C'est l'État qui crée la monnaie. Et donc, quand je continue, si je continue, c'est ça, parce que l'objection que tu vas avoir, qui à mon avis ne tient pas debout, l'objection c'est: mais monsieur, vous allez créer de l'inflation. C'est juste pas vrai. Écoute bien. Tu crées de l'inflation quand tu distribues de la monnaie à laquelle ne correspond aucune richesse nouvelle. Parce que là, tu crées de la rareté, tu crées des signes porteurs de pouvoir d'achat et tu n'as pas créé les richesses correspondantes, donc tu as plus de monnaie que de richesse, tu crées une rareté et pour faire les arbitrages, les vendeurs de produits vont augmenter les prix. Parce que tu as créé une rareté. Mais ça, c'est seulement si tu as distribué trop de monnaie par rapport aux richesses. Mais quand je te parle de services publics,
tu vas dépenser la construction d'un hôpital et tu vas payer des médecins, des infirmières, des aides-soignantes pour faire fonctionner l'hôpital. Et puis tout ce qu'il faut pour la cantine de l'hôpital, c'est tous ces gens-là que tu vas payer pour faire marcher l'hôpital. Mais tous ces francs que tu leur donnes pas sans contrepartie. Ils vont travailler, ils vont rendre des services publics de soins qui sont de la richesse. Et c'est pas parce que c'est de l'argent public que c'est pas de la richesse. Donc, quand tu crées des signes monétaires pour payer le médecin, tu crées à la fois les francs et l'activité du médecin qui avant était au chômage. Ça ne crée pas du tout d'inflation. Pas du tout d'inflation. Ça crée juste de la prospérité. Il y a moins de gens au chômage, tu as plus de services publics. C'est juste évident et simple. Il faut simplement, c'est vrai, il ne faut pas créer trop d'argent. Il ne s'agit pas de créer de l'argent sans faire attention à la richesse que tu crées en même temps. Donc il ne suffit pas de distribuer des billets. Il faut distribuer des billets à des gens qui créent de la richesse. Et ça, ce n'est pas inflationniste. Et si tu veux, l'acteur public, donc l'État, sous contrôle citoyen, que tu as toi-même institué parce que tu es devenu citoyen constituant, tu n'es plus électeur, tu t'es mis à penser la monnaie et tu t'es mis à penser les institutions distributrices et destructrices, parce que par l'impôt, je te rappelle que la monnaie, tu la crées quand tu distribues les services publics, mais tu la détruis quand tu reçois les impôts. Ce qui fait que tu n'as jamais trop de monnaie. Le système de création-destruction te permet de fonctionner comme aujourd'hui, sauf que celui qui tient le volant, c'est plus la banque privée, c'est l'État, c'est toi et moi. Et alors que la banque privée a intérêt que la monnaie soit rare, parce que c'est elle qui en touche le prix, les intérêts, et elle nous affame en monnaie. Elle affame l'État. L'État est affamé, nous manquons d'argent. À chaque fois qu'on a un projet de service public, on nous dit « mais comment allez-vous financer ?» Parce que l'État est étranglé, asphyxié, interdit d'accès à la création monétaire. Mais dans ce paradigme, mais c'est à nous de l'instituer, les élus par les banques qui ont acheté tous les médias pour gagner les élections, les élus serviteurs des banques parce qu'ils doivent tout aux banques qui tiennent les médias, qui ont permis leur élection, c'est ça le vice majeur du gouvernement représentatif, c'est de rendre les élus dépendants des banques qui ont permis leur élection. Et donc c'est jamais les élus dépendants des banques qui vont mettre en place le système dont je te parle, qui nous émancipe de la banque privée. C'est à nous de le penser. C'est à nous de perfectionner cette ébauche que je te signale là. C'est à nous de la perfectionner, de la discuter entre nous pour en améliorer les détails, voir les objections, les trucs qu'on a oubliés. Mais regarde là où est-ce que j'en suis dans mon nouveau paradigme. L'État, ça s'appelle le chartalisme, l'idée défendue par Knapp, K-N-A-P-P, je crois qu'il y a 2 P, qui était un gars admiré par Keynes. Donc c'est pas un hurluberlu, c'est une thèse sérieuse, mais d'ailleurs, je trouve qu'elle a pour elle une logique puissante. Je ne vois pas d'objection à ce que je suis en train de te dire. C'est juste une question de volonté politique. Est-ce que les gens, s'ils s'approprient cette idée de monnaie, est-ce qu'ils sont d'accord? Et si nous sommes d'accord massivement pour dire, OK, nous on veut une puissance publique qui soit capable de nous rendre tous les services publics, y compris l'isolation de tous les bâtiments en triple vitrage, pour plus avoir besoin d'énergie fossile, on veut qu'il y ait des triples vitrages partout. Ouais, comment vous allez financer? Arrêtez de nous casser les pieds. T'as vu comme je suis poli, je dis pas de gros mots. Arrêtez de nous casser les pieds avec le financement. Nous créons, on a besoin du triple vitrage. C'est un service public pour nous rendre indépendants, pour arrêter de polluer avec le charbon, le pétrole ou le nucléaire. Ok, il faut qu'on isole pour qu'on consomme plus rien. Ok, donc il y a un immense chantier public qui va donner du boulot à tout le monde. Bien payer le boulot, parce que tu n'es pas obligé de le payer au lance-pierre. Tu vas le payer de façon... Le niveau de rémunération va être un niveau politique, beaucoup plus qu'économique. Tu as besoin d'équiper tous les bâtiments du pays en triple vitrage. Et attends, tu n'as plus de chômage là. Là, tu n'as plus de chômage. Tu mets tout le monde au boulot de façon directe et indirecte. Et comment allez-vous financer? Mais par création monétaire. Création monétaire pour payer les gens pour faire ce chantier de service public majeur auquel nous tenons, et tous ces gens vont payer les impôts, et on va payer, on va collecter des impôts, on va détruire la monnaie. Et pendant ce temps, les banques, qu'est-ce qu'elles font? On a besoin de crédit, à condition qu'on ne les ait pas toutes... Enfin, à mon avis, il faut les nationaliser. Une banque privée, ça devrait être considéré comme un crime contre l'humanité. C'est-à-dire un projet de domination dont tous les peuples ont à craindre. Les banques privées, pour moi, c'est un vol majeur, un vol central, un vol fondamental d'une fonction régalienne, c'est une fonction qui ne devrait pas échapper à la puissance publique. Les banques créatrices de monnaie, en tout cas, c'est inimaginable.
Donc, est-ce qu'il va rester des établissements financiers, c'est-à-dire des gens qui sont capables de collecter de l'épargne et de la distribuer, si elles n'ont pas la création monétaire, admettons, mais c'est tout. Les banques créatrices de monnaie, il n'en faut plus. Et à ce moment-là, regarde ton circuit monétaire, tu n'as plus les banques privées qui créent la monnaie, tu as seulement l'État qui crée la monnaie à chaque fois qu'il y a les services publics, investissement et fonctionnement, création monétaire, collecte des impôts, destruction monétaire, et ça correspond. Il faut que les chiffres correspondent, il faut qu'il y ait autant d'impôts que de création monétaire. Si j'ai trop créé de monnaie, que je n'ai pas assez détruit, je vais avoir de l'inflation. Je vais avoir une baisse de la valeur de la monnaie et c'est pas bon. Donc ça, c'est vraiment aux citoyens de tenir la barre, de tenir la barre d'un bateau ou le volant d'une voiture. C'est aux citoyens de dire, oh là là, attention, là, on est en train, il faut qu'on prélève plus d'impôts parce qu'on a de l'inflation, on a trop de hausse des prix. Ça veut dire qu'on est en train de créer trop de monnaie. Donc il faut faire gaffe, quoi. Il va falloir qu'on prélève plus d'impôts. Comment, qui on doit prélever, est-ce qu'on prélève sur les plus riches? C'est un autre problème. C'est trop long, mais c'est super important ce truc-là. À mon avis, c'est le sujet sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment, et ce serait bien que le cerveau collectif s'empare de cette idée-là. Non, sur CFA, il faut dire qu'il y a... Je te donnerai les deux références. J'ai 2 livres là-dessus. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup des livres, hein, qui sont écrits par des Africains. Remarquables. Des livres qui démontent parfaitement le scandale absolu que constitue le CFA. C'est incroyable que les pays africains, il y en a une quinzaine je crois, 15 ou 18, je ne sais plus exactement, mais il y a une poignée de pays qui sont asservis littéralement, quand ils ont des réserves, il faut qu'ils les déposent à la Banque de France, dans notre banque à nous. Ils sont complètement infantilisés sous prétexte que sans ça, leur monnaie ne vaudrait plus rien du tout. Mais ça, c'est dans le contexte d'échanges flottants, dans la dinguerie qui amène les représentants à considérer leur monnaie comme une marchandise et à accepter que des spéculateurs puissent acheter et vendre la marchandise. Purée, mais un État digne de ce nom ne permet pas qu'on achète sa monnaie comme une marchandise. Un État digne de ce nom contrôle l'échange en disant « Tu veux de ma monnaie? Attends, viens me montrer pourquoi tu veux de ma monnaie. Tu as besoin de combien? Tu as besoin d'1 million de francs, mais pourquoi faire? Tu veux acheter de ma monnaie? Je vais vérifier que c'est bon pour moi, que c'est bon pour le corps social qui utilise les francs. » Et chaque État devrait avoir un contrôle d'échange rigoureux et un contrôle des capitaux évidemment, de façon à protéger le corps social qui a absolument besoin de cette monnaie et qui ne doit pas voir cette monnaie raréfiée ou dévaluée par le jeu de spéculation qui n'ont rien à voir avec le bien commun. Les États dont on parle là seraient, à condition qu'ils soient dans la logique que je viens de décrire, là, la logique d'émancipation monétaire, ces États n'ont pas besoin d'être reliés au dollar ou à l'euro pour exister. Ils n'en ont besoin que parce qu'ils sont colonisés par nos multinationales. Il y a très peu de pays qui n'aient pas de richesse. Et même les pays qui ont très peu de richesse, comme la Suisse n'a pas de ressources naturelles. Pratiquement pas, très peu de ressources naturelles. Et en fait, ça pousse les États à développer leur intelligence, leur astuce, leur industrie. L'industrie suisse, et je ne parle pas du tout de l'industrie financière, je parle de l'industrie au sens usuel du terme. Ils ont une industrie de précision remarquable, les Suisses. Et pourquoi les Africains ne développeraient pas une industrie ce qui les empêche de se développer, c'est la colonisation. C'est parce qu'on les pille. C'est parce qu'on corrompt leur gouvernement et qu'on les pille qu'ils ne s'industrialisent pas. Et puis parce qu'il y a la rente. Les États qui ont une rente pétrolière, une rente quelconque, ne sont pas poussés à investir et s'industrialiser. En tout cas, sur le franc CFA, c'est un scandale absolu et je n'ai pas les titres en tête parce que je ne manipule pas assez souvent leurs noms, mais je te donnerai les auteurs et les titres des 2 bouquins qui sont à lire. Hein. C'est remarquable, c'est indéfendable. Le franc CFA, c'est indéfendable. C'est un outil de domination et c'est un scandale. Ensuite, on a Morgbach du 4e singe. Donc, je t'ai déjà passé leur bonjour tout à l'heure. Donc, qui me demande, encourages-tu l'abstentionnisme qui s'organise en ce moment? Et considères-tu que cette démarche sera efficace ou qu'elle n'aura aucun impact positif?
Donc je vais en profiter pour compiler avec la question de Sami Sam qui te demande qu'est-ce que tu penses des bureaux d'abstention. Je ne sais pas si tu connais. En gros, c'est le jour des élections, ils vont créer des bureaux où les gens vont aller là-bas au lieu d'aller au bureau de vote. Voilà. C'est intéressant ça, pour montrer que c'est de l'abstentionnisme actif, quoi. Un peu comme ceux qui appellent au boycott plutôt qu'à l'abstention. C'est pas con pour matérialiser le côté positif, politiquement significatif de l'abstention, qui n'est pas une démission et qui est une volonté politique de contester un système illégitime qui est l'élection. Donc c'est pas con pour le matérialiser, mais comme dans mon esprit, comme je vois bien qu'il n'y a aucun quorum, dans aucune élection il y a un quorum, c'est-à-dire un minimum à atteindre pour que l'élection soit valide, et qu'il suffit qu'un électeur se déplace, pas 1%, un électeur. Il suffit que le candidat se déplace pour s'élire lui-même, pour que l'élection soit valide légalement. Donc comme il n'y a pas de quorum, je pense qu'ils n'ont les élus, les candidats n'ont aucun honneur, et que même élus avec 5% du corps électoral, ils prendront la place et ils nous tyranniseront comme ils font aujourd'hui sans aucun scrupule. Ils feront semblant d'être inquiets pour la démocratie, hein, mais en fait, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Et donc, que nous votions ou que nous nous abstenions, ça ne changera rien. Le mécanisme de l'élection, avec la télé, donc le contrôle de la télé, le contrôle des journaux dont s'alimente la télé s'alimente avec les journaux. Donc le fait d'avoir pris le contrôle de tous les journaux par 9 milliardaires, tu sais qu'il y a 9 milliardaires qui ont pris le contrôle de toute la presse de tout le pays, c'est absolument scandaleux. C'est littéralement scandaleux. Hein. Et le fait que la télé s'alimente avec ces journaux, donc en fait tout ça c'est la Pravda des milliardaires. En fait on s'en fout de ce qu'ils disent, hein. Les journaux c'est la Pravda des milliardaires. Mais il n'en reste pas moins que cet état de fait-là fait que l'élection va être gagnée par les candidats promus par la Pravda des milliardaires. Donc c'est Macron qui va passer. Malgré tous nos efforts à nous les militants, mais parce qu'on n'est pas assez nombreux, malgré tous nos efforts, ils vont, je crois, gagner. Donc, mais ceci dit, je ne dis pas de ne pas voter. J'ai jamais dit ne pas voter. Jamais. Moi, j'ai jamais dit abstenez-vous. Je dis juste que vous votiez ou que vous votiez pas, ça ne changera rien. Et par contre, je me trompe peut-être. Et moi, je vais voter. Je vais voter pour ceux que je préfère. Pourquoi je vais voter ? Sachant que ça ne changera rien. Mais c'est qu'il y a un aspect psychologique. C'est-à-dire que pour moi, ceux qui se présentent ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres. Beaucoup plus vertueux que d'autres. Moi, j'aime bien Mélenchon et Asselineau. Je préfère ces Mélenchon. Et Asselineau a vraiment fait un travail remarquable. C'est le seul à être aussi clair sur la priorité absolue qui est de sortir de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'Asselineau, le système de domination a bien compris qu'il était le seul vraiment dangereux, parce que c'est le seul qui condamne le verrou institutionnel majeur, antidémocratique. Donc, fasciste, c'est un gros mot, et c'est tellement connoté, tellement dévoyé que fasciste, il y a plein de malentendus qui vont passer là-dessus. Donc, ne disons pas fasciste, mais tyrannique. L'Union européenne, c'est un système tyrannique, antidémocratique. C'est un système de patrons fait par les patrons pour les patrons. C'est un système de multinationales fait pour les multinationales. Et Asselineau est le seul qui dise la priorité absolue, c'est de sortir de ce truc-là. Et il a raison. Et les dossiers qu'il accumule patiemment, sérieusement, rigoureusement sur ce sujet sont précieux. C'est un service public qu'il rend à Asselineau. Et ben, le système a bien vu qu'il était dangereux. Il est muselé 0%. Et les journalistes, qui sont des traîtres à leur mission, disent aux militants, vous passerez jamais à la télé, vous passerez jamais dans notre radio, vous passerez jamais dans notre télé. C'est scandaleux, voilà, que des journalistes entre guillemets, mais c'est pas des journalistes, c'est juste des traîtres, c'est comme les capots au moment de la guerre. Les capots, c'était des juifs qui acceptaient de maltraiter leurs frères juifs pour être eux moins maltraités. C'est scandaleux, quoi, c'est dégueulasse. Et ben les journalistes qui cachent Asselineau, qui le taisent, qui ne lui donnent pas la parole, c'est comme des capots. Voilà. C'est des gens qui font le jeu du système de domination en cachant le seul vrai résistant majeur, central, inflexible
Asselineau, il faut se rendre compte qu'il est inspecteur des finances. Ce gars-là, il pourrait être pantouflé, être pété de thunes, à rien faire et à pas protéger le bien commun comme ses confrères inspecteurs des finances. Et au lieu de ça, il dévoue sa vie à une cause qui est extrêmement difficile. Mener un petit parti comme ça, avec contre lui tous les médias, il n'y a que les petits médias citoyens qui le relayent, et puis ces médias à lui, il ne passe pas à la télé, il ne passe pas dans les journaux, il ne passe pas dans les radios. C'est absolument scandaleux. Alors, rien que pour ça, ça vaut le coup de voter pour lui pour faire la nique au système de domination. Et puis pour l'aider, parce que quand tu votes pour quelqu'un, l'État lui donne 1 ou 2 euros. 1,30 €, je ne sais plus, 1,80 €, je ne sais plus, 1 ou 2 euros. Eh bien, Mélenchon et Asselineau méritent au moins pour ça, à la fois pour l'aspect moral, sentir qu'il y a des gens derrière eux. On se fout de l'élection, on va la perdre. C'est Macron qui va être élu. Et Macron, c'est le candidat de la banque, de Rothschild. Il va être élu parce que Rothschild et les banquiers ont acheté les médias pour ça, pour que à la télé on voit que Macron, on voit un peu les autres pour donner l'illusion de la pluralité, mais on voit que Macron, et qui est le gendre idéal pour les papis, les mamies qui regardent la télé. Oh, il est gentil, il a l'air gentil, il est jeune, il fait des propositions nouvelles. Il utilise tout le temps un langage positif aussi. Du coup, ça c'est... Ça devient une science exacte, la manipulation du consentement. Donc, les médias des milliardaires vont faire élire le candidat des milliardaires qui est Macron par les papis, les mamies et les somnambules, les éteints politiques que sont les électeurs. Malgré nos efforts de militants, c'est Macron qui va être élu, donc on s'en fout. Enfin, à mon avis, je me trompe peut-être, hein, et je vais voter, moi, hein, parce que peut-être que je vais me tromper, peut-être qu'on va réussir à élire Mélenchon. Hein. En tout cas, moi, mon préféré, c'est Mélenchon. Je lui fais des reproches, hein. Je reproche à Mélenchon. Justement, attends, je vais t'arrêter juste une seconde. Justement, il y a Steven Richard qui te demande ce que tu penses du fait que Mélenchon récupère ton idée, mais que partiellement. Entre guillemets, je vais résumer sa question comme ça. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour l'idée ? Bon, moi, les reproches que j'ai à faire à Mélenchon sont bienveillants. J'aime bien Mélenchon, je trouve qu'il change en bien. Je vois bien ce qu'il a fait de mal quand il appelait à voter pour Maastricht. C'était vraiment pas bien. Mais moi, j'ai voté oui à Maastricht. Mais bon, j'étais moins informé que lui. Personne parlait de l'article 104, qui est une crapulerie. L'article 104, c'est l'article qui interdit aux États d'emprunter à leur banque centrale gratuitement, qui permet de créer la monnaie. Et c'est un État c'est un article qui condamne les États à aller emprunter aux banques commerciales l'argent dont il a besoin. C'est une crapulerie. Et Mélenchon a appelé à voter ça. Mais à mon avis, il n'était pas au courant, comme nous. Rocard était au courant, mais Mélenchon n'était pas au courant. En tout cas, j'en sais rien. Mais peu importe les reproches, je trouve qu'il change en bien. Il change vraiment en bien, trop lentement. Il y a des tas de trucs, il y a des tas d'idées que je défends depuis 10 ans et qu'il reprend, et ça c'est super. Enfin, moi, pourquoi est-ce que je m'en plaindrais? Je trouve ça super, hein. Et qu'il parle pas de moi, j'en ai rien à fiche, je m'en fous. Enfin, j'ai pas besoin qu'il parle de moi. L'important c'est qu'il défend les idées, mais par contre, il défend pas bien l'idée du tirage au sort. Mais en même temps, s'il arrivait à défendre bien l'idée du tirage au sort, pour moi, il deviendrait littéralement un héros, parce que comme Robespierre, enfin, il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Il faut se rendre compte qu'un élu, quelqu'un qui a passé toute sa vie à penser la politique en se voyant lui-même promu par l'élection pour accéder au pouvoir, c'est impossible à imaginer le tirage au sort. Et donc, il faut vraiment être un saint, quelqu'un qui ne pense plus qu'au bien commun, qui ne pense plus du tout à sa carrière, pour arriver à imaginer d'instituer un vrai tirage au sort intégral de l'Assemblée constituante. À mon avis, il est capable de faire ça. Je pense qu'il est capable. Son équipe autour de lui, je ne pense pas. Je pense qu'il y a plein de gens autour de lui qui ne sont pas capables d'imaginer ça, et qui détestent l'idée du tirage au sort et qui vont tout faire pour la dévoyer. C'est ce qu'ils font, hein. Et malheureusement, alors ça, c'est des reproches que je fais au programme de Mélenchon. Et au programme, il ne faudrait pas que je dise Mélenchon, au programme de la France Insoumise. Hein. C'est vrai que c'est plus ce programme-là qui est quand même excitant possible. Quand tu regardes, c'est un petit bouquin de 3 €, regarde le programme, putain, tout est bien là. Il y a beaucoup de choses vraiment bien là-dedans.
C'est incroyable que les gens ne votent pas pour ça. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne votent pas pour ça. C'est un bon programme. À part quelques vrais reproches sur la monnaie publique, je trouve que c'est mou du genou. Sur le tirage au sort de l'Assemblée constituante, c'est déjà super qu'il y ait une Assemblée constituante. C'est déjà super qu'il y ait du tirage au sort, mais si peu, bon sang, ça ne changera rien. Le problème, c'est qu'au début, il avait dit 50% de tirage au sort. C'était déjà vraiment pas assez. C'était vraiment pas assez. Pourquoi est-ce que... S'il y a 50% de tirage au sort, ça veut dire qu'il y a 50% d'élections parmi les candidats. Mais 50% d'élections parmi les candidats, tu vas avoir une possibilité pour les riches d'aider les candidats, comme d'habitude, et tu vas te retrouver à nouveau avec 50% de l'Assemblée constituante qui est composée de représentants des riches. Et pourquoi il faut ça? Quel est l'argument qui justifie qu'il y ait 50% d'élections? À mon avis, c'est indéfendable. Et c'était déjà vraiment morpionné, quoi. Le processus constituant va être morpionné par tant d'élections et si peu de tirage au sort. 50%, c'est pas assez. Mais c'est pire. Ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont décidé que, et j'espère qu'ils vont revenir là-dessus, parce que sinon, moi, je trouve ça pratiquement rédhibitoire. C'est-à-dire que ça met le système, ça met leur assemblée constituante presque aussi nulle que les assemblées constituantes qu'on voit partout dans le monde qui sont oligarchiques. C'est-à-dire que le système qu'ils proposent, c'est que les citoyens décident eux-mêmes du degré de tirage au sort. C'est-à-dire que ça va être, ils vont pas décider eux du tirage au sort, du taux. Ils vont dire aux citoyens, vous pouvez voter pour les candidats A, B, C, D, E à l'élection. Et puis, si vous voulez le tirage au sort, vous votez pour le candidat tirage au sort. Et s'il y a 20% qui ont voté pour ça, ça fera 20% de l'Assemblée qui sera tiré au sort. Je crois que c'est une entourloupe, ça, vraiment une entourloupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens dans l'éducation populaire qui sont assez convaincus, qui ont compris l'idée du tirage au sort. Et donc il va même pas y avoir 20%, il va y avoir peut-être 1-2%. Ok, mais ça va rien changer, quoi. Et ça, le fait que des militants qui ont réfléchi à la question acceptent que parmi les millions d'électeurs qui va y avoir à l'Assemblée constituante, on les laisse décider du degré de tirage au sort alors qu'on sait bien que l'idée n'est pas défendue. Là, ils sont en train d'assassiner l'idée du tirage au sort de l'Assemblée constituante. Et c'est peut-être ça qui me fera voter Asselineau. Parce que à ce moment-là, rien ne changera, quoi. Si l'Assemblée constituante est élue, elle va rétablir l'oligarchie. Et donc c'est une promesse qui ne tiendra pas ses promesses, quoi. Enfin, qui sera pas... Donc, je ne sais pas si ça... il nous reste quelques semaines avant l'élection. Je ne sais pas si ça aura le temps d'évoluer. En tout cas, pour moi, il y a deux candidats qui me paraissent... qui devraient être aidés. Enfin, à mon avis, s'abstenir, ça ne changera pas plus que de voter. Donc, voter, ça sert à aider des gens qu'on trouve bien. Les aider psychologiquement, parce qu'ils sentent qu'il y a du monde derrière, et les aider financièrement, parce que l'État va leur donner de l'argent pour continuer leur combat. Et les deux capables de sortir de l'Union européenne, c'est surtout Asselineau et Mélenchon. Ils sont vraiment mous du genou, quand ils disent plan A, plan B, ça ressemble à Tsipras, ça me fout les jetons, j'ai l'impression qu'on va se faire tsiprasiser. D'autant que Mélenchon est un grand admirateur de Tsipras. Il l'admirait, il le défendait, même après la trahison abjecte. Vraiment, Tsipras a trahi, c'est indéfendable. Et Mélenchon l'a défendu. Alors bon, rien n'est impardonnable, mais bon, c'est vrai que ça craint, quoi. Ça ressemble à quand Mélenchon nous a appelé à voter Hollande 10 minutes après le premier tour la dernière fois, quoi. Mélenchon a appelé à voter Hollande. Dis-moi. En gros, il y a Mélenchon, Asselineau, parce qu'il faut sortir de l'Union européenne. Il faut sortir de l'Union européenne. Voilà. Asselineau, c'est une voie absolument perdue parce qu'il passera pas. Le système s'en protège et il passera pas à la télé, donc il n'aura pas de voix. Mais c'est pas si perdu parce que ça l'aide psychologiquement et ça lui donnera des sous. Et parce que c'est cohérent pour sortir de l'Union européenne.
Et Mélenchon, pourquoi est-ce qu'il passe à la télé? C'est parce qu'il ne met pas en cause l'Union européenne, ni le pouvoir de création monétaire des banques commerciales, hein. Donc il n'est pas dangereux pour le système. D'ailleurs, par rapport à Mélenchon, il y a beaucoup de gens, je vois, qui demandent un débat avec toi depuis que tu as donné ton avis sur ça. Mais j'aimerais que tu précises ici ce que tu m'as dit, je te laisse répondre. Moi, je demande que ça, avoir un débat avec cet homme-là que j'aime bien. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il acceptera pas, parce que il s'est développé sur moi une légende noire qui prétend que par mes fréquentations, je suis devenu infréquentable. Fréquentation dont je ne vois pas le fondement, puisque je fréquente personne, entre guillemets. Il suffit de suivre ce que je fais pour s'apercevoir que cette légende noire a absolument aucun fondement. Il suffit de suivre ce que je fais, d'écouter les conférences pour voir que je fais jamais la promotion des affreux ou des infréquentables dont on parle, là, jamais. J'en parle jamais, moi. Et donc, c'est une légende noire, mais ils sont tellement sensibles à ça que je pense que... Et puis, par contre, je pense que Mélenchon, j'ai peur qu'il fasse comme il a fait pour l'instant, c'est-à-dire qu'il laisse je sais pas comment on dit, des lieutenants, des généraux, des cadres de son parti, dire du mal de moi. C'est pas lui qui a dit du mal de moi, c'est ses cadres. C'est comme Martine, je sais plus comment, Billard, qui dit qu'il faut plus m'inviter dans les réunions de gauche. Donc, moi, je demande que ça, d'avoir un débat avec lui. Je ne sais pas si ce sera utile, hein, parce que moi, je suis bienveillant, je ne sais pas s'il le sera. J'aimerais bien lui décrire le système monétaire que je défends pour voir s'il le comprend et s'il est capable de le défendre lui à son tour. Et il n'a pas besoin de parler de moi. Je m'en fous, moi. Mais c'est une idée tellement importante que, à mon avis, la gauche a besoin de ça. Si on veut financer nos projets progressistes, on a absolument besoin de la création monétaire. Il faut que l'État puisse créer à gogo. Mais à gogo, pas trop, mais autant qu'il le faut, les services publics. Et puis on détruira la monnaie en question par l'impôt. Mais il faut que la puissance publique soit le donneur d'ordre. Il faut plus que ce soit les banques commerciales qui créent la monnaie. Je ne crois pas qu'il ait mis ça dans son programme. Il faut que je regarde, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça vaudrait le coup d'échanger là-dessus. Et puis échanger sur le processus constituant. Peut-être qu'il se fasse le défenseur de l'idée de l'élection d'une partie. Parce que peut-être que je me trompe, hein, et moi je cherche le vrai, hein, je cherche à ne pas me tromper. Si ça se trouve, il arrivera à me convaincre. Peut-être, hein, je ne suis pas fermé à cette idée-là. Ce serait pédagogique. La controverse serait pédagogique. On progresse jamais tant que dans la contradiction. Si elle est bienveillante, comme Montaigne l'explique magnifiquement, hein, quand Montaigne explique l'art de la conversation, c'est un rêve, hein. On oublie l'ego, on n'essaye pas de convaincre l'autre, on cherche le vrai, on essaye de comprendre pourquoi l'autre a ce point de vue. Et on essaye de comprendre là où on se trompe. Et si les deux font ça, mais c'est magnifique, quoi. Et moi, quand j'essaye d'aller parler à un royaliste, par exemple, je suis pétri de cette idée-là. Je cherche à comprendre pourquoi il est royaliste. Il est royaliste de tout son cœur, quoi, hein. Et qu'est-ce qui l'amène à ça ? Justement, il y avait Nicolas Hénin qui nous posait cette question. Est-ce que tu étais pour la monarchie? Du coup, j'en profite pour l'inclure. Et moi, je ne suis pas du tout monarchiste, évidemment. Et j'ai très peur de l'idée monarchiste parce que j'ai peur des abus de pouvoir. Donc, a priori, l'idée qu'il y a un roi tout-puissant, c'est évidemment dangereux. Mais en même temps, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse au plus haut point de comprendre en profondeur ce qui anime un jeune homme. C'est surtout les jeunes gens, moi, qui m'intéressent. Parce que je trouve que c'est plus... enfin, il n'y a pas du tout que les jeunes gens, d'ailleurs. En fait, je dis des conneries parce que même les anciens... j'ai parlé avec Pierre Hilard, par exemple, qui est royaliste. C'est vachement intéressant pour comprendre son point de vue. C'est pas des gens mauvais du tout. L'idée est dangereuse. Pour moi, l'idée monarchie, c'est dangereuse. Mais l'idée démocratique, démocratie représentative est dangereuse aussi. Donc... c'est très intéressant de discuter avec quelqu'un qui a une idée qu'on trouve dangereuse pour comprendre pourquoi il la défend. Comment ça se fait que quelqu'un qui est un autre humain,
et qui est donc complètement légitime à opiner politiquement. Il est aussi légitime que moi à avoir une opinion politique. Et pourquoi est-ce qu'il défend une idée que je trouve dangereuse ? C'est très intéressant d'avoir cette discussion d'homme à homme, à égalité, pour comprendre. C'est toute l'idée. Enfin, la politique, c'est ça. Alors, je vais aller dire que c'est un monarchique, un facho, et je vais plus parler avec lui parce que c'est un salaud par nature. Enfin, voilà, moi je suis incapable de faire ça. Je parle avec tout le monde, y compris avec des gens dont le point de vue me paraît incompréhensible. Il y en a qui sont violents, je ne comprends pas pourquoi. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui les amène à ça, mais souvent ces gens-là n'ont aucune idée de ce qu'est une vraie démocratie. Aucune idée, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une vraie... On appelle démocratie son strict contraire, et ces gens-là sont antidémocrates, mais ils sont contre le régime actuel, mais qui n'est pas une démocratie. Donc ils sont pas antidémocrates, en fait, ils sont anti-parlementarisme, mais c'est très différent. Et souvent, il se passe un truc, quand ils découvrent ce que c'est la vraie démocratie, mais ça devient une alternative. Hein. Donc c'est vachement intéressant politiquement de discuter avec des gens différents. Hein. Et quand je parle avec un royaliste, je ne deviens pas royaliste, évidemment. Enfin, faut-il être fragile dans ses convictions pour avoir peur de devenir la pensée de l'autre quand on parle à un autre ? Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Par contre, pour vivre ensemble, c'est quand même vachement bien d'avoir compris pourquoi l'autre pense ce qu'il pense. Enfin... D'accord. Donc il y a Simon, DBS, donc je sais pas ce que ça veut dire, qui te demande si tu peux dire rapidement ce que tu penses du décodex et aussi il te demande aussi si tu peux lui citer quelques lectures récentes qui t'ont marqué. Lui il dit transformé, mais bon, marqué. J'ai apporté toute une série de livres dont je voulais vous parler, mais il y a un bouquin formidable Alors Décodex, c'est très dangereux c'est vraiment très dangereux parce qu'il y a un média dit de référence qui n'est plus de référence que pour une poignée d'humains, mais des humains influents dans le pays quand même, hein, mais qui n'est plus du tout un média de référence, qui est devenu un média de révérence, c'est-à-dire qui est acheté par des milliardaires et qui défend la doxa atlantiste, guerroyante, colonialiste. C'est vraiment devenu une ligne éditoriale, moi je trouve merdique, hein. Je ne devrais pas dire de grands mots. Mais ce journal, qui est devenu un journal de l'oligarchie, la Pravda des milliardaires, il peut y avoir des individualités bien là-dedans, il peut y avoir des journalistes qui sont bien perdus au milieu, hein. Il y avait Hervé Kempf, que j'aime beaucoup au milieu, hein, mais il a été chassé, hein. Mais il en reste encore quelques-uns, sûrement des gens bien là-dedans. Mais il y avait Plenel au Monde aussi. Oui, et Plenel qui était, à mon avis, critiquable quand il était au Monde, et puis quand il s'est fait expulser, il s'est transformé, Plenel, et c'est devenu quelqu'un que je trouve valeureux. Moi, les gens ne sont pas noirs ou blancs, à vie, ils changent, et je trouve que Plenel et Mauduit sont devenus des gens vraiment très 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 utiles au bien commun. Il manque des facettes, je trouve, à la critique du système, à leur critique du système, mais il y a toute une série de choses qu'ils font contre le système de domination qui sont vachement utiles. Hein. Moi, je suis abonné à Mediapart, hein, c'est vraiment un des derniers médias. Il faut soutenir Mediapart, à mon avis. Et même si c'est imparfait, même s'il manque des critiques, il y a quand même tout un aspect vachement important. Et donc le décodex, c'est déconnexe, hein, c'est une couillonnade, c'est complètement déconnant, dangereux. Et si tu veux, je retrouve dans décodex, je retrouve la logique merdique. Je ne devrais pas dire merdique, mais tu vois, je réfléchis et j'assume ça, vraiment la logique merdique d'amalgame qui consiste à considérer le média tout entier comme mauvais quand il a produit une mauvaise information. Complètement amalgameux, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se tromper sans devenir un média trompeur. Mais c'est surtout comme si c'était jamais arrivé au Monde, quoi. Mais oui, mais même si le Monde avait été nickel, irréprochable, c'est pas une raison pour considérer comme trompeur tout média qui s'est trompé.
C'est scandaleux ça, vraiment. C'est une logique partisane qui considère que tous ceux qui ne sont pas mes amis sont mes ennemis. C'est la même logique que les partis, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas de mon bord sont des ennemis. Alors que dans tous médias, tu peux avoir, dans tous les médias, tu peux avoir des nouvelles utiles, importantes et des merdes, des fake news, des putain ils se sont gourés, ou ils ont fait exprès. Tu peux tout avoir dans un média. Et considérer que le média, tu lui mets un drapeau noir, un drapeau bleu, un drapeau vert, quoi, ad vitam aeternam, tu sais ce que c'est? C'est raciste. C'est raciste, c'est-à-dire que ça dit la nature de ce média, c'est d'être mauvaise, ou la nature de ce média, c'est d'être bon. C'est la même chose qui consiste à dire de quelqu'un, lui, c'est un fasciste. Quoi? C'est un fasciste à vie peut-être? Ça veut dire qu'il ne peut pas changer d'avis? Si tu le convaincs que la démocratie c'est mieux, il ne va pas devenir autre chose que fasciste? Non, c'est fasciste à vie. Ça, c'est raciste. De dire que quelqu'un est... Dire que quelqu'un est raciste comme si c'était sa nature, comme s'il n'allait jamais changer, c'est raciste. Dire que quelqu'un est fasciste ou dangereux par nature, je trouve que c'est anti-politique. Eh bien, ce qui se passe avec Decodex, c'est du même tonneau. C'est-à-dire que ces gens-là sont des racistes, pour l'instant, parce qu'il ne faut pas que je les traite moi-même de racistes, parce que, tu vois, et nous avons cette tendance-là. Je vais peut-être avoir, tu vois, comme je viens de l'avoir, une parole qui est raciste. Quand je dis « ils sont racistes », ils sont dans leur être, mais non, ils ne sont pas racistes. Ces gens-là se laissent emporter par une indignation, les gens de Decodex, là, se laissent emporter par une indignation de voir ce qu'ils considèrent comme des fausses nouvelles colportées beaucoup trop à leur goût, et emportés par cette idée-là, ils ont cette pensée, mais c'est la pensée qui est raciste, c'est pas eux. Je pense qu'eux peuvent se transformer et s'apercevoir qu'ils ont fait une connerie. Mais pour l'instant, cette pensée-là, la pensée qui anime un projet comme Decodex, cette pensée-là est raciste. Parce qu'elle dit, ce média-là, elle lui met une étoile jaune, tu vois, en disant, c'est la race juive, c'est la race mauvais média, c'est la race... Complotiste. Complotisme, comme s'ils étaient tous complotistes, comme si toutes les nouvelles de ce média étaient conspirationnistes. Et puis ça nie le fait que c'est des collectifs en plus, les médias. C'est-à-dire que ça les amalgame tous ensemble, comme si tous les journalistes de ce média étaient forcément pareils et d'accord. Et puis la chasse aux conspi, leur chasse actuelle là, aux conspi, elle est complotiste. C'est-à-dire que quoi, il y aurait le complot des complotistes? C'est juste bullshit, quoi. On peut pas, il n'y a pas des gens noirs et des gens blancs. Tout le monde se trompe, le monde n'arrête pas de se tromper. Le Monde fait des erreurs énormes. Quand le journaliste du Monde, et sur le site du Monde, tu as l'affirmation que sur la place de Maïdan, il n'y avait pas de gens armés, alors qu'il y avait des nazis qui tiraient sur les policiers, des nazis avec la croix gammée, qui ont pris le pouvoir, et que nous avons cautionné, l'Union européenne et les États-Unis ont cautionné un coup d'État nazi, néo-nazi. Tu as 2-3 ministres majeurs de ce gouvernement qui sont nazis, qui font le salut nazi. Et tu as Le Monde qui dit non, il n'y avait même pas de... J'ai pas vu de gens armés. Bon, c'est une grosse connerie, quoi. Je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais je veux dire, les meilleurs journaux peuvent dire des conneries. Mais on va pas mettre une étoile jaune au Monde en disant ne dis que des conneries. C'est scandaleux de faire ça. C'est raciste au dernier degré de dire tout le média ne publie que des merdes, parce que c'est ça qu'ils disent quand ils disent pas ça, puisqu'ils disent publient souvent des propos conspirationnistes n'est pas fiable, mais quand ils disent n'est pas fiable, c'est vraiment une étoile jaune, c'est vraiment une pensée amalgameuse indéfendable. Donc, mais ces gens-là peuvent s'apercevoir qu'ils ont mal fait et changer d'avis. Je pense pas que quelqu'un soit raciste par sa nature. Ce qu'ils ont fait là est raciste, tu comprends, au sens large. Mais je sais qu'ils peuvent très bien s'en rendre compte et changer d'avis et dire ok, on a déconné, mais on va peut-être mettre en place autre chose qui va être plus open source, qui va être plus indépendant. C'est un comité de citoyens tirés au sort qui vont juger si ce média... Mais c'est même pas média par média qu'il faudrait juger, c'est nouvelle par nouvelle, parce que juger média par média, c'est amalgamant, c'est vraiment forcément raciste. Juger média par média,
C'est une impasse politique. C'est George Orwell, c'est 1984, c'est un projet totalitaire avec un ministère de la vérité qui dit, lui dit vrai, et lui, ils disent il faut les museler. C'est très inquiétant des codex. Hein. En parlant de ça, justement, je voudrais apporter un complément par rapport au décodex. Je ne sais pas si tu as vu, Facebook, en fait, ils vont collaborer avec 8 grands médias en France, après dans d'autres pays aussi, pour en fait identifier les fake news. Et en fait, s'il y a deux personnes qui définissent que c'est un fake, ça va avoir une influence sur les algorithmes de diffusion donc c'est incroyable le nombre de prises que ça donne aux riches pour fabriquer les opinions. Les riches, enfin les ultra riches, il faut se rendre compte qu'ils ne savent pas quoi foutre de leur pognon, et payer des mercenaires par centaines, par milliers qui vont dire ce média est mauvais, ce média est mauvais, ce média est bon. C'est inacceptable. Voilà. Mais en même temps, comment tu veux faire? Facebook, Google, ils vont faire partie d'un projet totalitaire. Ces gens-là, comme tout pouvoir va jusqu'à ce qu'ils trouvent une limite, ils vont avoir la tentation d'aller au bout de leur pouvoir. Et comme nous ne fixons aucune limite, les citoyens ne sont pas les citoyens, c'est les électeurs. On est éteint, on ne met pas de limite. Donc le projet totalitaire, il va progresser. Hein. Si on ne se réveille pas, il va progresser. Mais c'est complètement totalitaire d'utiliser nos moyens de communication qui sont si libertaires. Internet sans contrôle, c'est vraiment libertaire. Hein. Les soumettre à la censure, c'est un projet de domination. Bon, je ne sais pas. Nos jeunes gens, les hackers, vont peut-être nous inventer. Quand on va voir que c'est vraiment totalitaire, on va fuir Facebook et aller vers autre chose, peut-être. Hein. Possible, ça. Si tu as quelques lectures à conseiller, mais on peut peut-être faire ça tout à la fin, les lectures à conseiller. Une petite question de Grégory qui demande, en gros, dans quel ordre chronologique tu mets ça, la sortie de l'UE et après la Constitution, ou la Constitution et la sortie de l'UE? Dans quel ordre tu fais ça? À ton avis? À mon avis, les deux se font en même temps. Donc, il faudra d'abord qu'on renverse le système actuel, parce que le système actuel a été voulu par ceux qui sont en place, et il ne sera jamais démonté par ceux qui sont en place. Donc ceux qui sont en place, donc tous les élus, que je considère tous, presque tous, pas tous parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas été élus par les banques, mais la majorité, la très grande majorité de nos élus veulent l'Union européenne et donc la déferont pas. Donc l'idée d'Asselineau qui consiste à passer par l'élection pour appliquer l'article 50 et sortir de l'Union européenne, à mon avis, elle est plus impossible que la mienne, parce qu'elle suppose le consentement des traîtres qui nous ont jetés dans l'Union européenne. Alors ça, je suis certain qu'on ne l'aura jamais. Alors que, et lui, et ça sous-entend que lui va devenir majoritaire, alors que le média a bien repéré, les médias, donc c'est la doxa des milliardaires, la Pravda des milliardaires, a bien repéré qu'Asselineau était le plus dangereux et lui donnera jamais la parole, donc il ne sera jamais élu. Donc, à mon avis, il faut d'abord qu'on soit constituant et qu'on se révolte et ensuite on sortira des traités, mais à mon avis il n'y aura même pas besoin de l'article 50. Hein. Il suffit de dénoncer les traités et puis voilà, on en sort. Hein. Il n'y a pas besoin de passer par les traités, on n'a pas besoin de respecter les traités qu'on considère comme félons, on n'a pas besoin de les respecter pour les dénoncer. Hein. Et justement, d'abord devenir constituant. Mais justement, en refaisant une nouvelle constitution, on peut définir dedans que nul traité n'est valable et ça nous sort automatiquement de... Oui, absolument. D'accord, je te laisse enchaîner sur tes livres là. Il y a un gros livre qui est un peu lourd que je n'ai pas pris, qui s'appelle Zomia, qui est très enthousiasmant, qui décrit toute une zone de la Terre qui va du Vietnam jusqu'au Népal, je crois, tu vois, jusqu'à l'ouest de l'Inde, et dans les terres où tu as des centaines de millions de personnes qui fuient toute forme étatique, qui vont se planquer dans les montagnes parce qu'ils veulent appartenir à aucun État et qui apprennent à cultiver le sol
à cultiver des plantes pour se nourrir, mais des plantes qui peuvent se déraciner. Quand les armées de l'État arrivent, ils se barrent avec leurs plantes pour aller les replanter ailleurs, pour se planquer. Non, mais c'est incroyable. Qui ont développé des pans entiers de civilisation, d'organisation sociale. Ils se marient de façon à être insaisissables. Et c'est sciemment, et pourtant ils parlent une multitude de langues. Ils sont très différents, mais en commun, ils ont une détestation de la condamnation aux travaux forcés, aux impôts, à toute l'oppression étatique. C'est magnifique ce truc. Mais c'est en train de disparaître. Mais l'étude de ce serait bien que je vous le montre, peut-être qu'on le mettra en incrustation à vidéo, Zomia. L'étude, et c'est parce que c'est vrai quoi. C'est pas une. Je l'ai acheté, je pensais que c'était une utopie. Et l'histoire de l'utopie m'intéressait. Et je m'aperçois en le lisant que c'est un anthropologue qui me décrit des faits réels. C'est des humains réels qui veulent vivre ensemble, mais qui veulent à aucun prix d'un État. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Je suis en train de le commencer, il faudra en reparler. Il y a un deuxième truc aussi qui est très stimulant sur la résistance à l'asservissement étatique. C'est Les luttes et les rêves, histoire populaire de la France. C'est magnifique. C'est un gros bouquin magnifique. Pour l'instant, j'avais Howard Zinn qui avait écrit l'histoire populaire des États-Unis. Magnifique bouquin, magnifique, enthousiasmant. Ah là là là, l'histoire des luttes, quoi. C'est l'histoire vue du côté du peuple. On te raconte pas les grandes batailles avec les généraux, les princes. On s'en fout des familles royales, mais là on s'en tartine totalement. Par contre, on étudie les grèves, les mots d'ordre, les discours des militants il y a 100 ans, il y a 150 ans. Purée, mais ça vaut aujourd'hui, quoi. Et là, cette dame-là, elle fait le même travail pour la France. C'est super, c'est plein de citations. Il y a beaucoup de citations qui seraient très 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 utiles aujourd'hui. Il y a un autre bouquin d'ailleurs de Thompson qui a écrit une histoire de la classe ouvrière anglaise. Et là aussi, c'est une histoire populaire et de l'Angleterre. Et ça aussi, c'est un gros bouquin plein d'histoires qui donnent la pêche, quoi. Comme tu vois comment les humains ont résisté. Mais en même temps, tu as toute l'histoire de nos défaites et la façon dont on s'est fait écraser, massacrer. Et donc, il faudrait qu'on en prenne de la graine en essayant de comprendre pourquoi ils se sont fait écraser. Mais en tout cas, c'est vachement utile, ça. Pour la mémoire des luttes, c'est magnifique. Puis, il y a ce petit bouquin de Liétard sur la monnaie, Réinventons la monnaie. Liétard avait écrit un bon bouquin qui s'appelait Au cœur de la monnaie. Et là, c'est plus loin, vraiment c'est prospectif, il suggère des tas de pistes pour instituer nous-mêmes nos monnaies. Alors je ne suis pas d'accord avec tout parce que sur les monnaies locales, il va trop loin, sur les monnaies, il dit que chaque citoyen devrait créer sa monnaie. Je ne vois pas bien comment ça peut marcher. Donc. Mais bon, je suis en train de découvrir ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Mais d'une façon générale d'ailleurs, Yves Michel publie des livres formidables. Yves Michel publie des livres formidables. Il faudrait que je fasse un récapitulatif des 10 grands livres publiés par Yves Michel. C'est courageux, il faudrait aider ce bonhomme. Hein. Cet éditeur-là mérite qu'on lui achète. C'est des bouquins qui ne coûtent pas très cher, hein, et qui sont très 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 utiles. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Camp planétaire. Je ne l'ai pas là, il est dans ma valise, mais Camp planétaire. Putain, c'est bien ce livre-là, c'est bien. Il a écrit Néolibéralisme versus État-providence. Magnifique bouquin pour comprendre les arguments de l'économie classique actuelle qui est scandaleusement stupide. Les arguments du libéralisme ne tiennent pas debout, sont affligeants de sottise. Et tu as l'État-providence, le keynésianisme en face, argument après argument. C'est bien fait dans un langage simple pour le commun des mortels. C'est un petit livre remarquable. Si vous voulez, c'est l'économie pour les nuls. Si vous ne comprenez rien à l'économie, vous voulez entrer là-dedans, c'est bien fait. Et c'est un petit livre chez Yves Michel, très bon bouquin.
Il y a les 2 bouquins de Stiglitz qui sont vraiment à lire. Là aussi, c'est écrit en langage, c'est les plus gros livres, mais c'est écrit en langage très clair. Premier bouquin, le prix de l'inégalité. Magnifique pour comprendre que l'inégalité n'est pas seulement immorale et scandaleuse éthiquement, mais inefficace. L'accroissement des inégalités donne tant de signes monétaires aux ultra-riches que ça bloque tout le système. C'est-à-dire que le système ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire que même les ultra-riches vont crever si le système s'arrête. Ça, c'est vraiment magnifiquement démontré par Stiglitz, prix Nobel d'économie. Et il a écrit un autre bouquin, l'euro. Alors, je ne me souviens plus du titre exact, mais c'est l'euro fléau. Enfin, il n'utilise pas le mot fléau, mais il démontre que c'est un fléau anti-Europe. C'est-à-dire que les pays de l'Union européenne vont crever de l'euro. Chômage de masse, désindustrialisation, désinflation compétitive, c'est-à-dire baisse des salaires, délocalisation. C'est infernal. L'impossibilité de dévaluer pour les parties pauvres de l'Europe, de la zone euro, les condamne à une chute vertigineuse des salaires. C'est scandaleux. L'euro est une croix, une malédiction pour les peuples européens. Donc il faut vraiment sortir de là. Et la démonstration de Stiglitz est brillante. C'est les 2 meilleurs livres de Stiglitz, je pense. D'accord. Moi, je voulais t'en conseiller un aussi. Donc, celui-là, c'est pas le mien, donc je vais pas pouvoir te le donner, sinon ça aurait été avec plaisir. Donc, c'est Joseph Mornet. Je t'en avais parlé un peu en message privé. Psychothérapie institutionnelle. De toute façon, on l'incrustera. Et en fait, je vais t'en dire 2 mots. En gros, en gros, c'est une manière alternative de faire de la psychothérapie. C'est-à-dire, tu sais, les gens qui sont internés pour des troubles mentaux, enfin des vrais malades, quoi, les psychopathes, ceux qui ont vraiment des maladies mentales. Et en fait, ces gens-là, il y a tout un tas de gens qui ont en gros créé une manière de faire, de s'occuper d'eux autrement. Et au lieu de les enfermer tout seuls dans des cellules et de les cachetonner, en fait, ils créent des collectifs avec eux. Oui, des médicaments, si c'est nécessaire, ils le font quand même. Mais là, en fait, à côté de ça, ils créent carrément une société avec eux où ils les font participer à la prise de décision. Sûrement, mais après, il faudrait voir en détail comment ça marche. Mais je pense que ça peut l'intéresser parce que, justement, ils font participer tout le monde. Ça les fait sortir de leur folie ? Sortir de leur folie, je ne sais pas, mais moi je pense que quelqu'un qui a déjà un problème mental, si tu l'enfermes dans une cellule et que c'est ça. Donc en fait, ces gens-là partent du principe qu'ils veulent soigner ces gens en créant du lien social, mais du lien réel. C'est-à-dire que pendant qu'ils délibèrent, il n'y a pas de distinction entre le soignant et le soigné. Les rôles tournent tout le temps. Même les charges, ce qu'il y a à faire, c'est à chacun de participer et ils font jamais les mêmes choses. Donc est très séduisante, évidemment. Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler. Et je voulais aussi te poser la question, parce qu'on me l'a posée, mais c'est une question que moi aussi j'aimerais poser. Est-ce qu'un jour tu vas écrire un livre ? Alors j'ai plein de choses à écrire et ça simplifierait la vie de beaucoup de gens qui entrent dans cette idée d'avoir un corpus organisé, logique, complet, dans lequel il manque rien, avec des exemples, les notes, les annexes à part, les cas pratiques, les conseils pour faire les ateliers, les exemples d'articles. J'ai 1000 choses à écrire et à... Ok, je manque pas de matière. Mais je manque affreusement de temps, d'abord parce que j'ai un métier. Je suis prof et ça me demande beaucoup de temps pour mes copies. J'ai jamais eu autant de copies à corriger que là sur ma fin de carrière. Je donne, voilà, les enfants ne travaillent plus que si on leur donne des notes. Et d'ailleurs, on peut préciser que c'est ton métier, tu gagnes ta vie comme ça et que tout ce que tu fais à côté, c'est du bénévolat. Non, mais je le précise parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc. Oui, bien sûr. Et donc ça me prend beaucoup de temps, mais c'est pas tout. La gestion de mon site et ma connexion au cerveau collectif avec Facebook et le blog là, me prend un temps quotidien important. J'arrive pas à me mettre en retraite. Il faudrait que je me mette en retraite. En retraite, c'est en retrait pendant
peut-être, je sais pas, 6 mois, 1 an pour écrire. J'ai déjà écrit, je crois, un chapitre avec le procès de l'élection, qui est vraiment un pan important. Il faudrait que j'écrive un chapitre sur la critique du système monétaire et la proposition d'un système alternatif, et puis un plaidoyer pour défendre les monnaies locales avec comme un outil majeur et incontournable, indispensable de souveraineté. Les monnaies locales sont un outil indispensable de souveraineté et de prospérité et de bonheur, de plein emploi, d'équilibre social. Donc il faudrait un chapitre au moins là-dessus sur la monnaie. Et puis un chapitre sur les ateliers constituants avec des conseils, des exemples, des exercices, des corrigés, comme exemple pédagogique pour aider ceux qui sont perdus au début. Oui, il faudrait que je fasse ça, j'ai juste pas le temps. C'est un crève-cœur, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. D'accord, mais bon, peut-être un jour, quoi. J'ai bien compris qu'il faudrait que ce serait bien que ça arrive, mais... Je pense qu'en fait, personne peut défendre mieux ton idée que toi-même, en fait. Enfin, après, les gens peuvent se l'approprier. Mais, oui, voilà. Mais comme c'est un peu toi l'initiateur du truc, si tu fais un écrit, ça peut être quand même un support qui peut être intéressant. Surtout qu'apparemment dans la littérature, ça n'existe pas encore, des choses qui font à ce point-là le procès de la fausse démocratie. Et l'idée centrale d'un bouquin à écrire qui serait vraiment original, c'est l'idée des citoyens constituants. C'est vraiment, il faudrait arriver à défendre ça sans être trop long et en même temps en montrant l'incroyable multitude de conséquences que ça va avoir. C'est-à-dire que si nous devenons citoyens constituants, ça va changer un nombre incroyable ça va régler un nombre incroyable de problèmes, quoi. Parce qu'on les prend à la racine, quoi. Il y a un bouquin à écrire. D'accord, bon Étienne, je te remercie pour ton temps. On a dépassé, on est un peu en retard. Et puis, merci à vous d'avoir regardé et puis salut. Salut à tous. N'oubliez pas de faire des ateliers constituants parce que si vous trouvez juste ça intéressant sans rien faire, ça tue l'idée. Voilà, l'idée ne marchera pas. Cette idée des citoyens constituants ne peut fonctionner que si vous êtes cohérent. Si ça vous intéresse, il faut le faire, quoi. Il ne suffit pas de dire « je suis capable d'écrire », il faut le faire. Le faire et puis entraîner vos voisins à le faire aussi. Il faut être contagieux. Il ne faut pas attendre qu'un sauveur le fasse, ça n'arrivera pas. C'est à nous de le faire. Moi, je fais ce que je peux, mais vraiment, c'est rien, c'est dérisoire. Ça ne marchera que si vous faites des ateliers constituants. Il faut vraiment écrire des articles. Il faut inviter la Constitution dans nos conversations tous les jours. Pas tous les mois et à 20. Non, tout seul, il faut chaque jour en écrire 15 secondes. Voilà, 15 secondes. Ça suffit pas. Oui, non, mais ça suffit pas. Mais comme ça, si tu te dis 15 secondes tous les jours. Si t'as pas envie, ok, arrête au bout de 15 secondes. T'as pas envie. Mais toutes les fois où tu as envie, vas-y, puisque tu as envie, tu as le temps, profites-en, tu fais 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Et si tu fais 15 secondes tous les jours, tu vas voir que tu vas faire souvent 5 minutes, 10 minutes. Mais il faut faire 15 secondes par jour. D'accord. Et à ce sujet aussi, j'aimerais apporter une précision. En fait, il faut savoir que les antivirus, ils ont des groupes partout en France. On a des groupes par compétences aussi, c'est-à-dire pour communiquer sur les réseaux, pour traduire des choses éventuellement. Mais on a aussi des groupes régionaux où vous pouvez vous inscrire et participer à des ateliers près de chez vous et rencontrer des gens qui défendent ces idées-là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ne nous observez pas de loin en ne participant pas parce que ça ne servira à rien, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe. Et voilà, ça serait bien qu'on ramène un peu de monde. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non ? C'est bon, je vous remercie. Éteignez votre télé. Ouais, éteignez la télé surtout. Voilà. Salut.